Eh bien, alors bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être joints à nous pour ce webinaire sur l'espace de confiance Pro Santé Connect. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste passer en revue quelques petites consignes afin que tout se passe pour le mieux. Bon, normalement, tous vos micros ont été désactivés. Vous pourrez les réactiver lorsque vous souhaiterez prendre la parole, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Pour les questions d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser le chat au fil de l'eau. Nous, on souhaite que ce soit un échange. Donc voilà, si vous avez des questions qui vous passent par la tête lorsque les présentateurs parleront, vous pouvez les poser dans le chat et on vous répondra. Je vous informe que ce webinaire est enregistré, donc l'enregistrement sera mis à disposition pour ceux qui n'ont pas pu se connecter ou pour vous qui vous souhaitez le revoir. Nous vous ferons parvenir le lien du replay lorsqu'il sera disponible à la suite d'aujourd'hui. Voilà, donc je vais maintenant passer la, la main à Benjamin pour le début de ce webinaire. Bon webinaire à tous. Ouais, merci. Bonjour à toutes et à tous. Ce webinaire aujourd'hui, vous l'avez vu au petit logo, là, il s'inscrit dans le cadre de la construction de la vague 2 sanitaire, mais vous allez le voir et vous l'avez sûrement déjà compris, hein, le sujet est beaucoup plus large. Donc, c'est un sujet qui va concerner certains secteurs du Ségur là, à terme très court, d'autres dans un calendrier un peu plus lointain. Et puis on sait que ça peut aussi être un sujet d'intérêt pour à peu près l'ensemble des industriels du numérique en santé. C'est pour ça que l'invitation de ce matin là, a été assez large, hein, pour vous présenter ces éléments-là. Je dirais juste deux, trois mots d'introduction et puis je passerai la parole à Joachim pour qu'on rentre dans le cœur du sujet. Peut-être pour rappeler sur la slide suivante ce qu'on cherche à faire, hein. Je rappelle la feuille de route qui nous anime tous, hein, le but, le motto, l'objectif, c'est de mettre le numérique au service de la santé. Si on veut vraiment atteindre cette ambition, ça veut dire que tous les professionnels vont devoir pouvoir accéder à tous les services numériques dont ils ont besoin pour prendre en charge leurs patients, pas de n'importe quelle façon, de façon fluide et sécurisée. Alors fluide, par exemple, ça veut dire sans avoir besoin de jongler entre différents applicatifs, sans avoir besoin de me réauthentifier, réidentifier à chaque fois. Et de façon sécurisée, c'est effectivement de façon conforme à la PGSIS que vous connaissez. Donc ça, c'est une ambition très générale. On a un premier marqueur sur cette trajectoire-là, c'est l'enjeu de consultation du DMP, hein, qui est évidemment au cœur de l'ambition du Ségur. C'est le troisième petit pas, hein. Vous avez l'habitude qu'on parle de ces trois petits pas, hein, que je rappelle rapidement. On avait besoin de faire en sorte, pour sortir des 15 ans d'échec du DMP, que tout le monde soit doté d'un profil de mon espace santé. Ça, c'est aujourd'hui derrière nous. On avait besoin ensuite de faire en sorte que ces profils de mon espace santé commence à contenir une forme de masse critique d'informations médicales. Ça, grâce à la vague 1, on l'a passé il y a quelques mois. Il va falloir encore continuer à travailler sur cette alimentation, mais on a maintenant aujourd'hui des profils de mon espace santé qui ne sont plus vides. Et donc, on a maintenant finalement plus que ce troisième petit pas, c'est comment on fait en sorte que cette information maintenant abondante, elle soit effectivement utilisable par les professionnels dans le cadre de la prise en charge de leurs patients. Euh, si je vais sur la page suivante, comment on va arriver à tout ça? Le premier élément du plan d'action dont on va parler aujourd'hui, c'est la création de ce nouvel espace de confiance ProSanté Connect, hein, qui va permettre à un certain nombre de services numériques de se connecter par API sécurisé par ProSanté Connect à un certain nombre de services. Les premiers qui seront concernés, c'est bien sûr le DMP avec ce que je viens d'évoquer, l'ordonnance numérique et le téléservice INSI. Et puis évidemment, à terme, à l'ensemble des services SOC du numérique en santé, hein, jusqu'aux éléments de facturation. Donc ça veut dire à la fois, on va venir poser des exigences de sécurité, notamment sur ce fameux composant proxy santé, là, dont je pense qu'on parlera largement ce matin, euh, pour qu'on s'assure que, encore une fois, je parlais de la promesse fluide et sécurisée, donc ça c'est pour l'aspect sécurisé, et puis bah, qui dit exigence dit dispositif de conformité, donc un nouveau dispositif de conformité qui va sortir de terre à l'agence du numérique en santé pour s'assurer que toutes les solutions qu'il souhaite sont bien conformes à ces exigences. Donc ça, c'est la mise en place de ce nouvel espace de confiance, mais évidemment, c'est la vague 2 du Ségur qui va permettre, en tout cas, on va tout faire pour, de diffuser massivement ces architectures, ces fonctionnalités, après une vague 1 qui a déjà permis de faire en sorte que ProSanté Connect soit aujourd'hui largement diffusé dans les logiciels des professionnels de santé. Alors, je fais juste une petite parenthèse là-dessus, hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur la différence de secteur. On a fait des choix avec l'écosystème, hein, et notamment avec vos fédérations, de traiter un petit peu différemment les différents secteurs. Donc les prochains dispositifs Vague 2 qui vont être concernés par ces API PSC, c'est notamment ce qui va concerner l'imagerie avec le RIS et la Dreambox, puis les médecins de ville,
puis ensuite l'ensemble du champ de la ville, hein. Je rappelle que sur l'hôpital, la modalité de consultation du DMP, c'est R simplifié, hein. Je rappelle que c'était notamment les fédérations éditeurs, hein, qui avaient beaucoup poussé pour que la vague 2 finalement se concentre ou se contente de cette modalité, de cette modèle à l'hôpital. Voilà, et puis évidemment, une fois qu'on a un logiciel qui sait gérer tout ça, vous l'avez compris, hein, on a besoin dans le référentiel d'identification électronique d'un certain nombre d'autres éléments pour que ça marche sur le terrain, notamment je pense au déploiement des moyens d'identification électronique à deux facteurs, et c'est pour ça que le programme Hospi Connect, hein, qui a commencé son premier appel de projet, va continuer à se dérouler sur cette année et l'année prochaine pour faire en sorte qu'en même temps qu'on a des logiciels qui savent gérer ça, on a aussi des MIE de facteurs qui apparaissent. Voilà, donc aujourd'hui, le webinaire, on lance vraiment cette concertation sur ces API connectés. Alors, c'est pas un début, hein, c'est plutôt une suite, hein. Ça fait déjà maintenant plus d'un an qu'on vous en parle, hein. Il y a eu la publication du volet de transport au CISIS, un certain nombre de webinaires sur les architectures. Il y a eu un temps fort, me semble-t-il, le 15 décembre là-dessus. Et donc voilà, on lance aujourd'hui cette phase de concertation à la suite là, des derniers travaux qui nous ont occupés côté pouvoir public les derniers mois, notamment pour ajuster le bon niveau d'exigence, hein. Comme à chaque fois, on cherche le bon équilibre entre ce qu'on va venir exiger des industriels pour assurer à la fois un bon niveau de sécurité et pour arriver à une forme de déploiement le plus massif possible dans un délai raisonnable, comme on fait d'habitude sur le Ségur. Je crois que j'ai à peu près tout dit, sauf si je regarde Joachim, je regarde en body language si j'ai oublié quelque chose, mais je pense que je peux te passer la balle là. Merci Benjamin, merci pour cette introduction et ce rappel du contexte. Bonjour à tous. Oui, effectivement, alors ce qu'on va vous présenter, ce qu'on va mettre en concertation est la suite de ce qu'on vous avait déjà présenté fin 2023, notamment autour des architectures liées à ce cadre d'interop des systèmes d'information de santé. Donc on a bien entendu travaillé, hein, depuis décembre suite à vos retours, suite aussi aux analyses de risque de nos partenaires, l'assurance maladie, le GIE, CESAM Vital et consorts. Nous avons aussi étudié et écouté bon nombre d'entre vous et nous sommes même allés jusqu'à rencontrer des établissements de santé pour ce sujet-là. Alors, on va commencer assez simple, hein. On va parler du modèle actuel de ProSanté Connect. Ça, c'est ce que vous avez en vague 1. D'accord? Vous Joachim, avez je en te vague... coupe, tu as Oui. une petite question dans le chat. D'accord. Alors, bonjour. Cela signifie-t-il que les REM du Ségur VAD2 qui ont été publiés officiellement fin mai vont être modifiés? Benjamin, je te laisse répondre. Alors, la réponse rapide, c'est non. Si vous voulez, je peux élaborer. Non, non, pas du tout, c'est ce que j'évoquais, hein. On a, ce n'est valable que pour l'hôpital, hein. On avait à l'hôpital une alternative au schéma qu'évoque Joachim, hein, qui était la consultation du DMP par air simplifié. Et rappelez-vous, hein, on a eu de longs débats, de lourds débats en fin d'année 2023, hein, et c'est la position de vos fédérations, hein, qui était si je la fais simple, hein, de dire la vague 2 du Ségur est suffisamment dense, entre guillemets, pour plutôt se contenter d'exiger, ce qui est le cas dans les documents que vous avez vus publiés au mois de mai, hein, la consultation du DMP par air simplifié. Donc, on ne vient pas imposer pour être référencé Ségur vague 2 en TPI PFI la gestion des API PSC. On vient imposer la consultation du DMP par air simplifié. Donc ça, c'est vrai que pour l'hôpital, notamment parce que le dispositif air simplifié, il n'existe qu'à l'hôpital. Donc, en vague 2 à l'hôpital, c'est du air simplifié pour consulter DMP. Pour les autres secteurs du sanitaire, j'ai parlé de l'imagerie, j'ai parlé de la médecine de ville, puis des autres couloirs de la ville, ça sera on viendra exiger pour être référencé la capacité à consulter le DMP notamment, mais aussi l'ordonnance numérique pour ceux qui sont concernés et le téléservice INSI par ces dispositifs API PSC. Merci pour la précision, Benjamin. Donc voilà, ça c'est l'architecture que vous avez aujourd'hui qui est déjà en vague 1. Alors, pourquoi c'est important de le rappeler? Parce que dans le référentiel actuel de ProSanté Connect, hein, si vous regardez sur les exigences 22 et 23 qui sont décrites là, j'espère que c'est pas trop petit pour vous. En gros, ces exigences-là, de fait, imposent la création de ce qu'on appelle le proxy PST, d'accord, le proxy ProSanté Connect, qui est en fait finalement un serveur qui dialogue directement avec le fournisseur de service. Le fournisseur de service étant, fournisseur de service, on va dire l'interface homme-machine qui est devant le personnel de santé, ce dernier utilisant ProSanté Connect pour se connecter. D'accord? Donc maintenant, pourquoi en fait ce rappel-là?
Tout bêtement parce que la suite de cette histoire-là, c'était une première étape, hein, vague 1, hein, donc on a une vague 2. La suite de cette étape, c'est ProSanté Connect, comment le jeton que vous recevez, que vous utilisez, qui ouvre votre service aujourd'hui, qui donne accès à un professionnel de santé à vos usages, comment vos usages pourraient être agrémentés d'autres usages, tels que tous les services numériques en santé évoqués tout à l'heure, comme le DMP, l'ordonnance numérique et les TLSI de l'assurance maladie, INSI, et demain, bien sûr, la facturation et d'autres. D'accord. En gros, c'est que ce triangle qu'on avait précédemment, ça devient un losange. D'accord. Donc là, l'acteur, le proxy que vous avez au milieu, en fait, devient un point central, au même titre que ProSanté Connect devient un point central à la fois des échanges protocolaires, des échanges fonctionnels et surtout de la sécurité de tout ce groupe de composants qui donne derrière accès à des services aux professionnels de santé. Alors, qu'est-ce que l'espace de confiance? L'espace de confiance, en fait, tout bêtement, c'est l'ensemble de ces composants. C'est-à-dire ProSanté Connect, bien entendu, qui va être, en fait, vous allez le voir, celui qui va tamponner, qui va un peu labelliser l'ensemble de ces composants-là. Les API ProSanté Connectés, donc les services numériques en santé, comme nous en avons parlé juste avant, DMP, ordonnance numérique, INSI et autres. D'accord. Et puis, l'ensemble des fournisseurs de services. Donc, à la fois le proxy PSC, d'accord, et à la fois le fournisseur de services. Par translation, en fait, tout bêtement, d'accord, on va en parler, le proxy PSC devient ce qu'on appelle le proxy e-santé. Donc, dans la configuration que vous voyez ici, au niveau du modèle d'API ProSanté Connecté, ça devient un proxy e-santé. Donc, l'espace de confiance concerne toutes ces personnes-là. Alors, cet espace de confiance, qui dit confiance, ce n'est pas une confiance au sens aveugle, d'accord, bien entendu. C'est une confiance au sens où les composants correspondent et suivent un certain nombre d'exigences nécessaires et suffisantes pour pouvoir être intégrés à l'ensemble de cet espace-là, qui va permettre à la fois à ProSanté Connect de donner des jetons, des clés, d'accord, qui représentant les utilisateurs, et que ces proxys-là, que ces fournisseurs de services-là puissent récupérer ces jetons-là, ces clés temporaires, et les donner aux API, les API ouvrant derrière les services. D'accord. Donc là, les trois approches sont assez simples dans un espace de confiance. La première chose, c'est une contractualisation unifiée des acteurs ENS et structures. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'en fait, ProSanté Connect donne un tampon. Ce tampon, vous pourrez en fait derrière, en tant qu'industriel ou entreprise du numérique en santé ou structure, aller vous présenter aux autres acteurs de l'espace de confiance et leur dire, regardez, moi aussi je fais partie de ce groupe-là, vous pouvez me faire confiance. Alors derrière, ça n'empêche pas en fait les autres acteurs de demander d'autres choses. Mais en tous les cas, la base de l'espace de confiance sera correcte. D'accord. Quelle est la définition d'un fournisseur de service? Voilà la question. On va en parler juste après. D'accord, vous allez voir, on s'est justement longuement posé cette question-là de ce que c'est qu'un fournisseur de service. Ce qu'il faut considérer là aujourd'hui, un fournisseur de service, c'est n'importe quel acteur, en fait, qui est, alors je vais revenir, excusez-moi, n'importe quel acteur en rouge. D'accord, mais vous allez voir qu'on a découpé plus finement cette notion-là. Le deuxième point qui est important, c'est le référentiel ProSanté Connect. Alors actuellement, on a un niveau qui répond bien à un certain nombre de problématiques. Il répond bien à la problématique tout bêtement qui est la problématique j'intègre ProSanté Connect parce que moi, service, je ne veux pas porter la sécurité et l'authentification et l'identification. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini deux niveaux de conformité. Le niveau actuel, qu'on va appeler communauté, d'accord, et le nouveau niveau, d'accord, qui lui, en revanche, est plutôt celui de l'espace de confiance qui va correspondre à je veux pouvoir utiliser mes jetons ProSanté Connect pour aller accéder à l'ensemble des services numériques en santé. La troisième approche, et elle n'est pas des moindres, c'est pourquoi on a défini aussi l'espace de confiance, c'est que l'espace de confiance, il faut l'animer. Il faut maintenir son niveau de sécurité dans le temps. Donc, c'est absolument indispensable que vous allez vous rendre compte que cet espace de confiance vive. C'est-à-dire que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc., en fait, cet espace de confiance va continuer à vivre. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, fonctionnement de l'espace de confiance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux niveaux. Le niveau communauté, c'est le niveau actuel. Donc, c'est vraiment l'équivalent. Je suis un industriel et je veux utiliser ProSanté Connect uniquement pour être fournisseur d'identité. Derrière, moi, je n'utilise pas le jeton pour aller ouvrir quelque chose, etc. J'utilise juste la fonctionnalité de ProSanté Connect pour ouvrir mon propre service.
D'accord? Je ne sais pas, je suis un fournisseur d'agenda pour des professionnels de santé. D'accord? Ben, mon agenda, il a juste besoin d'être ouvert par ProSanté Connect. Donc là, vraiment, je délègue à ProSanté Connect, d'accord? Je délègue à ProSanté Connect l'authentification et l'identification des acteurs. D'accord? Il y a un second niveau, ben, comme j'en ai parlé, c'est l'espace de confiance, que vous allez voir dans la suite, on va l'appeler EDC, on va pas être EDC, PSC, vous allez voir. Ça, c'est pour tous les industriels qui entrent dans le cadre du CISIS, donc du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, et notamment sur tous les volets API ProSanté Connecté. Donc là, dans ce niveau-là, ça veut dire qu'on intègre des exigences et des contraintes de sécurité supplémentaires. De ce plus, il y a une information qui est extrêmement importante, c'est que la durée de validité, d'accord, de votre habilitation dans l'espace de confiance est de 3 ans. C'est-à-dire que tous les 3 ans, en fait, il faudra faire une partie du parcours que vous aurez fait à T0. Alors, c'est tout bête, hein, la durée de validité, si vous êtes déjà dans cette partie-là de l'ANS ou de la DNS, etc., et de la VAG1, c'est que la durée de validité, c'est en fait le renouvellement de vos certificats. Tout bêtement, ça dure 3 ans. Donc, tout acteur appartenant au niveau communauté ou EDC est obligatoirement un contractant de PSC. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans le référentiel ProSanté Connect, vous êtes forcément un contractant avec ProSanté Connect. D'accord? Il n'y a pas moins, pas plus de conditions. Il faut de toute manière être un contractant de ProSanté Connect. En revanche, quand vous êtes espace de confiance, vous avez des contraintes et des exigences à suivre en plus. Et donc ça, on va en parler. Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure, définition des acteurs de l'espace de confiance ProSanté Connect. On a défini 4 acteurs différents. On a défini en fait finalement l'éditeur de logiciel utilisateur. En fait, ça c'est l'interface homme-machine. Je vais le résumer comme ça, C'est pas forcément exactement ça, c'est l'éditeur de l'interface homme-machine. Donc ça désigne toute personne morale, dans l'Union européenne. Ça ne change rien par rapport au niveau communauté. Alors, c'est très important, c'est qu'il conçoit, développe, distribue et assure le support et la maintenance du produit logiciel. Le niveau de l'éditeur, en fait, l'éditeur, lui, globalement, son habilitation, elle est dans l'environnement bac à sable. L'éditeur ne sera jamais en production. Alors, vous allez voir qu'un éditeur peut passer en production, mais à ce moment-là, il va devenir un fournisseur de services utilisateurs. Donc là, c'est toute personne qui fournit et maintient un service numérique en santé aux utilisateurs possédant une habilitation dans l'environnement de production. On va aller dans le détail du parcours, vous allez voir. Donc en gros, un fournisseur peut s'appuyer sur un éditeur et un éditeur peut en fait devenir fournisseur. C'est juste qu'en fait, là, dans le parcours, vous allez voir que l'éditeur va suivre un certain nombre d'exigences qui vont l'amener à un niveau ou qui va lui permettre d'être prêt pour la prod, mais il ne passera pas en prod. Et c'est le fournisseur de services utilisateur qui, lui, sera en prod et qui pourrait totalement s'appuyer sur le parcours de l'éditeur. Et exactement la même chose du côté de l'éditeur du logiciel proxy santé. Vous souvenez, hein, en fait, dans le triangle qui est devenu un losange, on a découpé le fournisseur de services en deux. Il y a ce qu'on va dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'interface homme-machine, et puis le serveur proxy PSC et donc proxy santé maintenant. Et ben, on a découpé aussi exactement de la même manière, c'est-à-dire que ça désigne toujours une personne morale immatriculée en Europe, hein, on reste en Europe, donc c'est pareil, comme le logiciel utilisateur qui conçoit, développe, distribue et assure le support, la maintenance. D'un produit logiciel et qui constituait uniquement du serveur intermédiaire proxy santé. Et toujours pareil, qui reste dans le cadre de l'environnement bac à sable. Si cet éditeur veut que sa solution aille en production, il va devenir un fournisseur de services proxy santé. Donc c'est pareil ce qu'on a vu tout à l'heure pour le fournisseur de services utilisateur. Là, uniquement le serveur intermédiaire proxy santé, c'est celui qui a une habilitation pour être en production. Et vous allez voir qu'en fait, le fournisseur de service peut s'appuyer sur l'éditeur. L'éditeur peut devenir un fournisseur de service. Ça dépend vraiment du parcours. Alors, c'est important parce que ça peut paraître assez compliqué. On se retrouve à avoir une matrice qui peut potentiellement être assez compliquée à suivre. Alors, nous avons fait attention, et c'est pour ça que nous avons été probablement assez longs à fournir ce référentiel. Dans le référentiel, chaque exigence indique l'acteur auquel elle s'applique. C'est ce qu'on appelle la portée. Donc, il y a des exigences, et chaque exigence s'appuie. Vous allez voir qu'il y a des exigences qui ont une ou deux portées, mais tout ça est cohérent et logique, et vous allez voir qu'on a normalement essayé de détailler le plus intelligemment possible ces informations. Alors, comment se fait ce lien entre éditeur, fournisseur, fournisseur de services utilisateurs, fournisseur de proxy santé? On va vous faire 2 slides. On a pris
Alors, ça paraît un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est juste qu'on a détaillé vraiment tout le parcours. Donc, en gros, vous voyez, l'éditeur, en fait, va faire exactement la même chose que tous ceux qui ont été dans la vague 1. Il va rentrer dans le bac à sable, d'accord? Sauf que là, la différence, donc c'est les cases oranges, la différence, c'est que dans le bac à sable, l'éditeur va devoir donner un certain nombre de preuves, d'accord? De preuves liées aux exigences du référentiel espace de confiance, plus un test d'intrusion. D'accord? Cette phase, comme je l'ai dit, ben, en fait, elle sera renouvelée tous les 3 ans. Et à partir de là, d'accord, à partir du moment où il aura fourni ça et que ça sera conforme à ce qu'on attend, et vous allez voir qu'on va vous aider à trouver comment rendre conforme tout ça, ben, vous serez considéré comme tamponné, prêt pour l'espace de confiance. D'accord? Espace de confiance ready. D'accord? Mais là, pour l'instant, vous n'êtes pas en production. Vous allez obtenir à ce moment-là un numéro ODC. Donc, on va considérer que là, vous avez un numéro d'habilitation à l'espace de confiance. Donc, vous êtes prêt pour l'espace de confiance, mais en tant qu'éditeur, d'accord, tant que vous ne vous êtes déclaré que comme éditeur, vous ne pourrez pas passer en production. Et donc, nous, bien sûr, on fera attention à ça. D'ailleurs, vous n'aurez pas les moyens de passer en production. Derrière le fournisseur de services. Donc, on va considérer que c'était un autre acteur, qui n'est pas la même personne morale que l'éditeur. Le fournisseur de services, ben, il va faire exactement la même chose au début de contractualisation que l'éditeur. Il rentre, je souhaite rentrer dans l'espace de confiance. Il aura son propre numéro de candidature. Il va aussi fournir des preuves, lui, d'accord, qui sont propres à son périmètre. L'éditeur, il y a un certain nombre de choses qu'il peut maîtriser, mais il y a des choses qu'il ne peut pas maîtriser chez le fournisseur de services et inversement. D'accord? Cette phase est toujours, cette phase de vérification est renouvelable tous les 3 ans. D'accord? Et là, au moment où en fait le fournisseur de service va vouloir passer en production, lui n'a pas d'intérêt à être au bac à sable, d'accord, puisque c'est l'éditeur qui l'a fait avant. À ce moment-là, il va dire je fournis le numéro espace de confiance de l'éditeur sur lequel je m'appuie. Donc, vous imaginez bien que nous, au bout d'un moment, d'accord, côté ANS, on va avoir en fait une espèce d'immense arbre qui va nous dire que le fournisseur de service appuie sur un tel, un tel, un tel. Donc, en gros, ce qu'il faut considérer, c'est que le fournisseur de service va à ce moment-là hériter de la partie de preuve plus le test d'intrusion qui correspond à l'éditeur sur lequel il s'appuie. À partir de là, il va récupérer son numéro d'espace de confiance, d'habilitation espace de confiance qui est propre à sa mise en production du service de l'éditeur et il pourra passer en production. D'accord? À partir de la passage en production, il est auditable. D'accord? Je vais répondre à la question. Contractualisation juridique, engagement obligatoire de respect du référentiel Pro Santé Connect et des CGU. Donc, dans l'espace de confiance, il faut, vous allez le voir, répondre à l'espace communauté, d'accord, et l'espace de confiance, au niveau communauté et au niveau de conformité, espace de confiance, il faut les deux. L'exactitude, bien sûr, des informations, des preuves et des contrôles, et respect, bien sûr, du processus d'audit. D'accord? On en parlera après. Alors, pour la question, bonjour. Quel type de TI devra être fait? Pentest, boîte noire, blanche, audit de conf? Les auditeurs devront-ils avoir une qualification spécifique? Devront-ils être faits par une entreprise tierce? Alors, ce sont des audits PASI, d'accord, par des auditeurs PASI. Ce sont, si pour ceux qui ont déjà vu les tests d'intrusion pour les logiciels clients lourds, les applications web, etc., bah, typiquement pour les fournisseurs de services utilisateurs, c'est le même. D'accord. Et concernant le proxy santé, il y en a un nouveau qui a été construit et qui sera mis dans le cadre de la concertation. D'accord. Alors, Pentest boîte noire, je ne suis pas spécialiste de ce sujet-là. Je pense qu'on est plutôt en mode grise. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre de choses qui sont, en gros, comme c'est des serveurs, on va pouvoir attaquer les protocoles et les points d'entrée. Mais de la même manière qu'il y aura sûrement des points d'entrée chez ceux qui feront les proxys santé d'administration, on sera entre les deux. D'accord, voilà. Donc mais je vais pas, voilà, ne me challengez pas trop là-dessus. Peut-être que les personnes qui sont dans le chat et qui ont participé à ce test d'intrusion peuvent répondre. Mais globalement, voilà à peu près la réponse. Alors, on va passer sur le deuxième point. Là, on est bien éditeur-fournisseur, d'accord? Mais en fait, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait, en fait, un logiciel utilisateur, en fait, va s'appuyer, si vous vous souvenez, en fait, toujours du triangle qui est passé en losange, le fournisseur le logiciel utilisateur, excusez-moi, s'appuie sur un proxy, en fait, un proxy e-santé. D'accord? Et ce n'est pas forcément les mêmes acteurs. Quand c'est les mêmes acteurs, on va dire que globalement, il n'y a pas forcément de difficulté, mais quand ce n'est pas les mêmes acteurs, comment ça marche? Ben, en fait, globalement, vous retrouvez exactement la même problématique que vous étiez tout à l'heure sur éditeur-fournisseur de services. Le proxy santé, ben, lui, il peut rentrer et se créer automatiquement dans l'espace de confiance. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire toute sa contractualisation. Il va arriver sur le bac à sable, il va avoir un certain nombre de preuves. Il va avoir des tests unitaires. Il va avoir, comme on l'a vu juste à l'instant, un test d'intrusion proxy. D'accord?
pareil, rien de différent, c'est renouvelable tous les 3 ans. Et à ce moment-là, il est prêt pour l'espace de confiance et il passe en production. D'accord? Si c'est un fournisseur de service, si c'est un éditeur, il reste en bac à sable. D'accord? Maintenant, le logiciel utilisateur. Le logiciel utilisateur, comme vous l'avez vu, dans l'espace de confiance et même en fait dans les niveaux communautés, le logiciel utilisateur est vraiment la partie interface homme-machine. Bah, à ce moment-là, lui, cette interface-là qui est pour le personnel de santé, elle doit s'appuyer sur un proxy. Et bien là, il va falloir nous déclarer le proxy. Donc en fait, vous avez le même parcours, d'accord? Et à ce moment-là, le logiciel utilisateur va aussi ses preuves. Il a son test d'intrusion éditeur-utilisateur, donc c'est celui dont je parlais tout à l'heure, qui est celui que vous connaissez déjà, qui est le test d'intrusion des logiciels de personnel de santé. Il est prêt pour l'espace de confiance, sauf qu'avant de passer en production, il va nous dire sur quel proxy il s'appuie. Il va nous donner le numéro d'habilitation du proxy sur lequel il s'appuie. À ce moment-là, il va récupérer lui-même un numéro d'espace de confiance et il va pouvoir passer en production si c'est un fournisseur de service. Donc, je pense que vous comprenez rapidement qu'on a 4 acteurs qui peuvent chacun hériter de l'un et de l'autre. Donc, on se retrouve à avoir une matrice qui est potentiellement un petit peu compliquée. Mais je pense que pour tous ceux qui ont fait soit de l'édition, soit du logiciel final, de l'OM, etc., vous vous rendez compte en fait qu'on est juste en train de formaliser un parcours que vous faites en fait déjà contractuellement avec vos sous-traitants ou vos fournisseurs. D'accord? C'est juste que pour nous, on a besoin absolument pour cet espace de confiance d'avoir toute la chaîne de qui s'appuie sur quoi. Pour ceux qui ont déjà vu le cadre d'interop des systèmes d'information de santé, et notamment sur les API pour santé connectée, ou qu'on suivi les webinaires, et je vous invite à les revoir parce que je pense qu'ils sont en ligne, sur les architectures, vous comprendrez que cette suite-là, en fait, a son importance en termes de sécurité. Donc, on se retrouve globalement à avoir cette matrice-là. Alors, elle paraissait extrêmement compliquée. Finalement, elle se réduit à ça. Donc, vous voyez comment on la lit de gauche. L'habilitation de l'éditeur de logiciel proxy santé s'appuie sur aucune autre habilitation. D'accord? Lui, c'est le premier de la chaîne. D'accord? L'habilitation de l'éditeur de logiciel utilisateur s'appuie sur l'habilitation de l'éditeur logiciel proxy santé. D'accord? Parce que vous allez voir, en fait, comment on appelle ça, les exigences, en fait, les portées des exigences, en fait, vont définir qui réalise quoi dans les exigences. Et dans votre document de conformité, vous allez hériter, en fait, du périmètre qui a été porté par le précédent. Je ne vais pas les faire toutes, mais vous voyez, par exemple, que le fournisseur de services utilisateur s'appuie sur l'éditeur du logiciel utilisateur et s'appuie aussi sur le fournisseur de services proxy santé, qui lui-même s'appuie sur l'éditeur de logiciel de proxy santé. Celui qui porte tout, il s'appuie sur lui-même. D'accord? Voilà, il n'y aura pas de difficulté de ce côté-là. D'accord? Il portera tout et puis c'est tout. OK? Donc voilà pour cette dépendance entre les habilitations. Donc en gros, l'espace de confiance, nous, côté ANS, donc côté partie Pro Santé Connect, on saura qui dépend de quoi et pourquoi. Dispositif de conformité. Alors, ça paraît très compliqué, hein, c'est encore un schéma qui peut paraître assez compliqué, mais bon, vous allez vite le comprendre, c'est ce qu'on vient de dire en fait, mais affiché différemment. Il y a une vérification avant et il y a une vérification pendant. D'accord? Quand on dit avant, c'est-à-dire avant d'aller en production, et il y a une vérification pendant quand vous êtes en production. Les preuves sur les éditeurs logiciels utilisateurs et éditeurs logiciels proxy santé vont être de l'ordre dans le périmètre du référencement Ségur de la vague 2. Donc c'est là où vous avez des preuves, des documents de conformité, des démonstrations vidéo. Vous retrouvez ce dont vous avez l'habitude pour ceux qui ont déjà fait la vague 1. Le test d'intrusion et des scripts de test unitaires. D'accord? Ça, je ne pense pas que ce soit extrêmement différent. D'accord? Pour les fournisseurs utilisateurs et fournisseurs utilisateurs proxy santé, il y a des contrôles hors test d'intrusion, d'accord, et contractualisation NS. Les contrôles hors test d'intrusion, on va en parler juste après. Il y a déjà tout ce qui est le fait d'être en production. Hein. Le simple fait d'être en production à la fin de se connecter fait qu'il y a des contrôles. Et on a un certain nombre de choses qu'on souhaite mettre en place, comme le MTLS, donc le TLS mutuel. Je ne vais pas rentrer techniquement. Donc c'est de la vérification point à point avec des certificats. D'accord. Ensuite, le pendant. D'accord. Le pendant, côté Pro Santé Connect et l'ensemble des API Pro Santé Connectée, donc tous les services numériques en santé, DMPI, NSI, etc., vont réaliser une supervision conjointe,
D'accord? Alors, quand je dis conjointe, c'est pas forcément sur le même système, mais en revanche, on a construit une mécanique, une organisation dans laquelle on va échanger, j'ai envie de dire, toutes les alertes, tous les comportements, les nominaux, les non-nominaux, etc., pour se rendre compte de ce qui se passe et est-ce que les comportements à la fois des utilisateurs confrontés aux proxys e-santé, aux LPS qui ont été utilisés, pour voir en temps réel, en fait, s'il y a des activités qui sont ou des mésusages qu'on peut détecter. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que quand on va se retrouver dans cette supervision-là, en gros, il faut considérer que c'est à partir de là, d'accord, qu'on va déclencher, on va dire, des audits. D'accord? Et dans le cadre de ces audits, d'accord, qui seront donc sur les services en production, d'accord, donc sur les fournisseurs de services, c'est pour ça que c'est la partie grise, d'accord, il y aura à ce moment-là une vérification des preuves, des tests d'intrusion, des scripts de test, des contrôles et aussi de la contractualisation. En gros, il faut considérer que vous allez être notifié par l'ANS à ce moment-là, que vous avez eu la chance d'être sélectionné et on va vous demander un certain nombre de choses. L'objectif va être de vérifier que tout ce qui a été déclaré et tout ce qui a été mis en place est conforme et que surtout, vous avez continué à faire votre maintenance de sécurité suite aux évolutions de la sécurité d'une manière générale. D'accord? C'est en gros ce qu'on va vérifier. Donc voilà pour ce parcours. N'hésitez pas à intervenir parce que je peux comprendre que ce schéma-là n'est pas forcément évident. D'accord? Donc, vous comprenez bien que la vérification pendant, par exemple, notamment sur les audits, c'est à partir de là où on va aller vérifier, notamment, par exemple, après 3 ans, d'accord, que vous avez bien mis à jour un certain nombre de documents, vous avez bien refait les tests d'intrusion, vous avez bien refait un certain nombre de choses. Alors, les étapes obligatoires pour l'espace de confiance. Ce que vous avez vu rapidement dans le schéma, c'est qu'il y a les preuves, donc c'est la base documentaire, démonstration, l'ensemble d'argumentaires qui a pour objectif, d'accord, de répondre aux exigences. Excusez-moi. Le référencement Ségur est remis en jeu au bout de 3 ans. Alors, je ne le dirai pas comme ça, et Benjamin, tu me dis si je me fourvoie, c'est l'intégration dans l'espace de confiance. Et ce n'est pas remis en jeu, d'accord? C'est qu'on va vous demander au bout de 3 ans, et on l'a vu tout à l'heure, c'était la 3e approche de l'espace de confiance, c'est qu'il faut qu'il y ait une animation, d'accord? Et dans cette animation, il faut forcément que le niveau de sécurité continue par rapport au niveau de sécurité nouveau. En gros, ça veut dire qu'on va vous demander à minima tous les 3 ans, d'accord, de remettre à jour les documents que je vais vous présenter là, de refaire des tests d'intrusion, d'accord, et d'être à nouveau, d'accord, au niveau du jour en termes de sécurité. Je vous laisse imaginer si vous avez le même niveau de sécurité aujourd'hui qu'il y a 3 ans, je pense que vous n'êtes pas au niveau de sécurité au sein de votre solution. Là, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas y voir une montagne, il faut y voir juste le fait qu'on vous laisse 3 ans sur la solution actuelle pour pouvoir être vérifié. Vas-y, Benjamin, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Ouais, non, pas de problème. Enfin, tu as bien répondu. Donc, le point à retenir, c'est plutôt de dire on va venir exiger pour le référencement Ségur d'être capable, pardon, d'intégrer cet espace de confiance. In fine, hein, dans les SONS, vous allez devoir livrer, comme on va dire, une prestation au professionnel de santé. Le professionnel de santé, il va devoir pouvoir utiliser ces API pour santé connectée. Donc, effectivement, on va venir exiger que ça marche. Là, ce qu'évoquait Joachim, c'est plutôt la pérennisation dans le temps de cet espace de confiance. Le détail exact entre à quel moment finalement on décorrèle un référencement Ségur et maintien dans l'espace de confiance, ça fera partie des éléments qu'il faudra qu'on vienne préciser dans les appels à financement. Mais en tout cas, l'esprit, c'est bien celui-là. On va venir vous l'imposer pour que vous puissiez être référencé. On va venir imposer, entre guillemets, que ça marche pour le professionnel. Et ensuite, ça sera plutôt, entre guillemets, la réglementation d'espace de confiance qui viendra prendre le relais là, sur l'horizon à 3 ans qu'on évoque. Hein. Encore une fois, une vague Ségur, c'est plutôt les 3 premières années plutôt que le fonctionnement en run là, qu'évoque Joachim. L'espace de confiance a pour vocation à dépasser le Ségur. Le Ségur n'est là que pour aider. Donc voilà, donc comme je le disais, il y a donc les preuves qui sont donc à présenter lors de la contractualisation et le renouvellement des engagements, lors d'un audit. D'accord? Le test d'intrusion, espace de confiance. Donc il y en a deux. Hein. Il y a le test d'intrusion pour les services utilisateurs et les tests d'intrusion pour le proxy. Celui des services utilisateurs et celui des logiciels professionnels de santé que vous avez dans le cadre du Ségur Vague 2 que vous avez déjà fait l'année dernière, je crois.
Test d'intrusion, donc définir un minimum acceptable en termes de niveau de sécurité, renouveler à chaque expiration des certificats par un auditeur d'un organisme qualifié PASI. Donc ça, c'est pour répondre à la question tout à l'heure. À présenter toujours lors de la contractualisation, le renouvellement des engagements et lors d'un audit. D'accord ? Lors d'un audit, il ne faut pas avoir, on ne vous demande pas d'avoir un test d'intrusion qui date de la semaine dernière. On vous demande d'avoir un test d'intrusion qui date de moins de 3 ans. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre là-dedans. Concernant les audits déclenchés par l'ANS sur la prod, avez-vous déjà cadré les délais de prévenance? Un audit en prod a un impact sur les équipes de prod pour le suivi et éviter les faux positifs. Alors, tout à fait. C'est en cours de cadrage, très honnêtement, et on va attendre aussi quel est le retour de cette concertation hein, pour avoir un peu votre sentiment. L'idée, c'est qu'on est bien conscient. Alors, comment vous expliquer on est bien conscient, d'accord, que lorsqu'il y a un audit, et pour en avoir nous, hein, des audits, on en a aussi, il y a un temps où il faut intégrer dans votre planning. Il faut que vous ayez le temps de répondre, que vous ayez le temps de vérifier pourquoi, en fait, vous avez un audit, retrouver les documents, etc. Oui, il y aura un délai. D'accord. C'est pas si on audite, on ne vous appelle pas le vendredi en disant lundi matin, bonjour, on sera dans vos locaux. On va prendre un certain temps. Un test d'intrusion positif. Alors, je n'ai pas compris les faux positifs. Les tests d'intrusion, en fait, sont réalisés par des auditeurs passifs sur votre solution, d'accord? Et en fait, elles sont elles sont portées par l'éditeur. Hein. C'est par l'éditeur, pas par le fournisseur de service, par l'éditeur, d'accord? Donc, vous allez donner votre solution à un auditeur passif, et cet auditeur passif va suivre une espèce de checklist et il va les vérifier, d'accord? Dans ce cadre-là, vous allez discuter avec l'auditeur des résultats. D'accord. Donc, nous, on n'a pas de problématique à test d'intrusion positif ou pas. D'accord. En revanche, pour ce qui est de la supervision, ce n'est pas un test d'intrusion. La supervision, c'est qu'on va analyser, en gros, c'est une analyse comportementale de ce qui se passe dans l'espace de confiance. Comme vous l'avez vu dans le losange, en fait, à la fois les API ProSanté Connecté, donc l'ensemble des services numériques, qui sont donc le bout de la chaîne, et ProSanté Connect qui donne les accès, en fait, nous avons des logs. Donc ces logs nous permettent de savoir que le médecin ou la médecin s'est connectée au DMP à telle heure, etc. Puis on se rend compte qu'elle s'est connectée, je vous donne des exemples, hein, qu'elle s'est connectée sur 2 logiciels professionnels de santé à 2 endroits différents en France. Ça n'est pas normal. Ah ben si, en fait, on analyse, c'est logique parce que c'était dans le cadre de je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas du tout du métier. Hein. Et ben à ce moment-là, on va discuter avec les équipes de l'assurance maladie, les équipes de l'espace de confiance pour dire est-ce que ce comportement-là est normal. Et si on n'a pas de réponse, d'accord, là, ça pourrait déclencher un audit pour essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord. C'est comme ça qu'il faut le faire. C'est pas du tout, on ne fait pas du test d'intrusion en continu sur l'espace de confiance et sur l'ensemble des solutions. Ce n'est pas du tout l'esprit. Hein. La supervision pendant, je vais revenir hein, sur le schéma, la supervision pendant là, c'est vraiment de la supervision de qu'est-ce qui se passe dans l'espace de confiance globalement et essayer de comprendre. D'accord. Alors, j'ai peut-être mal compris ce que vous appelez un audit. Lors de l'audit en prod de l'ANS, est-ce que vous demandez de présenter un audit récent ou diligenté pour un pen test? Alors, ce qu'on demande lors de la phase d'audit, d'accord, le test d'intrusion, ce qu'on demande, c'est le même test d'intrusion qui avait vérification avant. D'accord. Imaginons par exemple que vous êtes un fournisseur de services audité. D'accord. Vous allez fournir le test d'intrusion de moins de 3 ans, mais vous devez normalement en avoir un. D'accord, puisque c'est celui de votre dernier renouvellement d'habilitation de l'éditeur. Si vous êtes éditeur, vous donnez le test d'intrusion que vous avez en cours. On vous demande, enfin, ça suffit. D'accord, vous êtes protégé d'avoir un test d'intrusion qui a moins de 3 ans. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord. Donc en production, il n'y a pas de test d'intrusion. Alors tout bêtement, pourquoi en production, il n'y a pas de test d'intrusion? C'est qu'en fait, il y a un test et en production, on ne fait pas de test. D'accord. Alors quand je dis on ne fait pas de test, c'est qu'il n'y a pas de capacité pour un auditeur passif de faire un test sur la production. D'accord. On considère que ce n'est pas l'objectif. L'objectif en production, c'est que ce soit des professionnels de santé qui utilisent la production et donc il n'y a pas de test d'intrusion. En revanche, on va aller faire de la supervision de ce qui se passe dans l'espace de confiance. Est-ce que c'est clair dans la différence de nuances? Et quand on parle d'audit, c'est qu'en gros, on va aller… D'accord, c'est plus clair. OK, parfait. Quand on dit audit, hein, c'est qu'on va vous contacter. Hein, si vous avez contractualisé avec ProSanté Connect, vous verrez, on a des contacts. On va vous contacter, on va discuter avec vous.
On n'exclut pas de venir sur site si votre solution, on va vous demander vous allez voir les documents qu'on va vous présenter, on va vous demander est-ce que les documents, vous les avez, nous les donner. Nous, on va aller vérifier par rapport aux informations de supervision qu'on a, est-ce que c'est cohérent, d'accord? Est-ce que vous avez parfaitement répondu? Et puis, s'il faut, on vous demandera que vous nous présentiez votre solution peut-être plus précisément. On ne va pas aller faire a priori d'analyse du code source, on va vérifier que vous faites correctement votre travail. Si vous êtes un fournisseur de services qui s'appuie sur l'éditeur, que votre partie est correcte, en fait, derrière nous, on va aller contacter l'éditeur pour dire peut-être que c'est dans les exigences de l'éditeur qu'il y a un problème, etc., etc. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut le voir au niveau audit, d'accord? Concernant les logs, avez-vous un SOC? Est-il opérationnel 24/7 jours? Oui, bien sûr. Est-il compatible avec NIS 2? Alors, c'est en cours. Devons-nous également, dans le cas de NIS 2, avoir des remontées dans notre SIEM? Alors là, je vais être bien incapable de vous répondre. En revanche, nous, effectivement, oui, c'est 24/7. Voilà. Est-il opérationnel? Forcément, sur ProSanté Connect, on est forcément 24/7. D'accord? Sur le proxy, au niveau des logs, ce qu'on a demandé, je crois, c'est 1 an de log. Je ne sais plus. Peut-être que voilà, si quelqu'un peut me répondre. Voilà. Oui, oui, bien entendu, les logs qu'on aura, nous, seront très importants. D'accord? Et quand on va vous demander, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est sur la supervision, on détecte un réel mésusage, ça va déclencher justement toute une phase de remontée des logs dans l'espace de confiance, en fait, pour aller retrouver la source du mésusage et savoir si c'est un mésusage, une attaque, etc., etc. C'est tout l'enjeu de l'espace de confiance. C'est pour ça qu'on l'appelle espace de confiance. C'est un peu comme la messagerie sécurisée de santé. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des acteurs au milieu de la chaîne, donc vous, et il va falloir qu'on soit ensemble cohérents dans ce qu'on log, dans ce qu'on définit comme exigence et comme niveau de sécurité, pour qu'au moment où il y a un mésusage sur les données de santé de nos concitoyens, on soit capable de remonter, quoi. Voilà. Il ne faut pas le voir autrement, en fait. Les étapes d'entrée dans l'espace après l'entrée, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est audit, déclencher à minima à chaque expiration des certificats. Alors, quand on dit déclencher à minima, c'est-à-dire qu'à la fin de l'expiration des certificats, on va vous demander de mettre à jour les documents et de nous refournir les documents à jour. D'accord? C'est l'audit le plus petit, en fait, de l'étape d'après. D'accord? Ou alors résultant de la supervision effectuée en temps réel. On va dire que c'est une espèce de scoring. Alors, ce n'est pas tout à fait un scoring, mais ça risque d'être un scoring qui va lever des alertes. D'accord? Tout l'enjeu de notre côté, côté ANS et puissance publique, ça va être justement d'être capable de détecter rapidement des comportements troublants ou avec des mésusages. Contrôle complémentaire et approfondi vis-à-vis des preuves déposées avant. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire des audits plus poussés que lors de l'entrée. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il est possible qu'on aille chez vous pour faire de l'audit. Ce n'est pas du tout exclu. Alors, documentation à destination des acteurs de l'espace de confiance. Donc ça, je pense que c'est un point que vous attendez. Alors, le renouvellement des certificats est conditionné par le résultat de l'audit. Non, pas le renouvellement des certificats. En revanche, votre accès à l'espace de confiance, oui. Tout bêtement, c'est l'ANS ou les équipes de ProSanté Connect qui vous donnent votre accès, qui vous donnent votre client ID, qui vous donnent votre secret, qui vous permettent que votre clé demain en NTLS, c'est votre clé privée qui soit reconnue. En revanche, ce renouvellement de cet accès-là, oui, sera sujet au résultat de l'audit. D'accord? Vous savez, il faut bien comprendre que l'audit, il va se faire assez facilement, en fait, finalement. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de charge, excusez-moi pour les équipes de l'ANS, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de charge, je dis juste qu'un audit, si votre document de conformité en 3 ans n'a pas du tout changé, nous, on va tout de suite se rendre compte qu'il y a un problème. D'accord? En fait, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Si, par exemple, dans le document de conformité, vous n'avez pas les algos à jour, il y a un problème aussi. D'accord? Il faut se rendre compte qu'on va quand même avoir des indicateurs qui vont nous dire très rapidement si c'est correct ou pas. On va aussi se rendre compte par rapport à l'usage de votre service, parce qu'on aura toutes les statistiques, que certaines de vos déclarations ne correspondent pas. D'accord? Oui, oui, bien entendu. Aujourd'hui, on est plutôt sur 1 mois avant. C'est-à-dire qu'on vous déclenche 1 mois avant. Il faudrait qu'il y ait une crise grave, majeure en termes de sécurité. D'accord? C'est-à-dire qu'on est remonté bien avant pour que ce soit beaucoup plus rapide. Mais normalement, vous auriez eu des signes avant. Je vous donne un exemple de quelque chose qui serait dramatique, d'accord? Et c'est pas l'objectif que ce soit dramatique, c'est pour ça qu'on a toutes les contre-mesures avant. Typiquement, on aurait un éditeur qui a une faille de sécurité et qui a été déployé chez beaucoup de fournisseurs de services.
Quand on fait l'audit, on est passé par le fournisseur de service, on remonte jusqu'à l'éditeur, d'accord, et on découvre que la faille est chez l'éditeur. Forcément, si la faille est très grave, on va aller signifier à tous les fournisseurs de services qui s'appuyaient sur cet éditeur qu'il y a un problème. Donc, il va falloir corriger rapidement et mettre à jour la solution de l'éditeur. Celui qui est dans le chemin critique, c'est l'éditeur. Donc, effectivement, ceux de l'espace de confiance qui sont des fournisseurs de services qui s'appuient sur un éditeur pourraient se retrouver dans une situation à avoir peu de temps pour réagir. Mais il dépendrait de l'éditeur qui, lui, doit réagir rapidement. Voilà. C'est un peu la même chose que si vous êtes chez un hébergeur de données et qu'il se fait complètement attaquer avec une faille de sécurité qui a un impact sur votre service. Il faut que vous mettiez à jour conformément à les specs d'un service. Je ne sais pas, hein, je vous donne un exemple, il faut mettre à jour PHP. Eh ben, il faut mettre à jour PHP, quoi. Vous devez le mettre à jour. Et si votre logiciel a besoin d'une adaptation pour le nouveau PHP, il faudra le mettre à jour. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? On va pas arriver, je vous répète, on va pas arriver le vendredi en disant si vous ne changez pas samedi, dimanche, lundi, vous n'avez plus accès. On est parfaitement conscient qu'il y a des professionnels de santé qui derrière vont travailler. D'accord? Voilà. En revanche, c'est pas non plus, enfin, l'espace de confiance, il faut qu'on soit tous acteurs de ça. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait un certain nombre de personnes de l'espace de confiance qui commencent à prendre un peu en otage l'espace de confiance parce qu'il fait partie de l'ensemble. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a cette mécanique d'audit avec de la prévenance assez longue pour que vous puissiez réagir. Alors, pour passer sur la documentation, voilà ce qu'on va mettre en concertation. D'accord? Voilà ce qu'on va mettre en concertation. Le référentiel espace de confiance, donc qui contient communauté et l'extension espace de confiance. Vous allez voir, on va le parcourir un peu juste après. Le document de conformité. Alors, qu'est-ce que c'est que le document de conformité? On va le voir après. Et ensuite, les points de contrôle. Alors, les points de contrôle, c'est la partie avant. D'accord? Donc, vous avez un screenshot. C'est un fichier Excel, d'accord, qui vous donne un peu idée de comment on va réaliser les points de contrôle avant. Donc, c'est la partie orange des chemins fléchés qu'on a vu de contractualisation tout à l'heure. D'accord? Et vous aurez aussi les deux fichiers Excel du test d'intrusion logiciel utilisateur. Donc, pour ceux qui l'ont vu l'année dernière, bah, vous allez vous rendre compte qu'il est globalement le même. D'accord? Et le test d'intrusion proxy. D'accord? Il faut bien se rendre compte hein, qu'une grosse partie de la sécurité est sur le test d'intrusion et sur le proxy. D'accord? Donc, le test d'intrusion proxy est forcément un peu plus costaud que le test d'intrusion logiciel utilisateur. D'accord? Maintenant, le test d'intrusion proxy, le proxy, ça reste un serveur. D'accord? Il n'y a pas d'interface homme-machine. Donc, c'est aussi une brique qui est plus facile à sécuriser. Référentiel espace de confiance. Donc, on rentre un petit peu plus dans le sujet. Donc, il y a une extension qui décrit l'ensemble des exigences à respecter et apporte des préconisations. C'est exactement le même principe que celui de la communauté, du référentiel actuel. D'accord? Donc, je vous donne voilà, un exemple de ce que vous pouvez avoir. Chiffrement et sécurisation des canaux. Donc, vous voyez, vous avez la portée, c'est FS utilisateur, FS proxy santé. Et en fait, vous avez en dessous FS utilisateur, éditeur de logiciel utilisateur, FS proxy, etc. Donc, typiquement, vous voyez, le fournisseur, là, on prend la 116, par exemple, le fournisseur de service doit appliquer la politique de gestion des clés cryptographiques de l'IGC Santé publiée par l'Agence de numérique en santé. Bon, ben, ça s'applique à tous. À partir du moment où vous utilisez les clés cryptographiques de l'IGC Santé, bah, vous devez faire en sorte. D'accord? A priori, celle-là s'applique plutôt sur les FS, mais il n'est pas exclu que l'éditeur, lui, il ait un certain nombre de codes, de traitements qui s'appuient là-dessus. D'accord? Donc voilà globalement comment va se présenter le référentiel, Pro Santé Connect. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, il y a écrit 115. En fait, c'est que l'extension espace de confiance commence à 100. D'accord? C'est-à-dire que je ne sais pas combien, il y en a une quarantaine pour tout ce qui est fournisseur pour la communauté. D'accord? C'est le même que celui qu'il y a aujourd'hui. Et à partir de 100, c'est l'espace de confiance. Donc, il y en a pas, on n'en a pas rajouté 200 hein, des exigences. Il ne faut pas non plus. Voilà. Le document de conformité, c'est probablement le document le plus important en fait, de cette présentation. En fait, c'est à la fois un guide et un document à trous. D'accord? On va le voir, on va le parcourir un petit peu tout à l'heure. D'accord? Le document de conformité, c'est un guide donc, qui est rédigé par les éditeurs à destination de fournisseurs de services. D'accord? Mais le fournisseur de services devra lui aussi compléter sa partie. D'accord?
Alors, ce document a pour objectif de rassembler toutes les informations relatives à l'exploitation du système, à la fois par l'éditeur, d'accord, paramétrage, configuration, son fonctionnement et utilisation, mais aussi, en fait, le fournisseur devra rajouter, lui, sa partie qui est lors de son exploitation en production. On verra, on va faire un petit focus après sur les deux. Les fichiers de contrôle, d'accord? Donc là, vous allez voir, c'est avant l'espace de confiance, pendant la vie de l'industriel dans l'espace de confiance via système de supervision, d'accord? Et après, via des audits, d'accord? Donc là, on vous a détaillé dans le document, en fait, ce qu'on appelle les niveaux N1 à N4, d'accord? N1, en gros, c'est le document de conformité. N2, c'est le fait que le bac à sable est opérationnel pour la solution. Donc, vous comprenez bien que le N2 ne s'adresse qu'à l'éditeur, d'accord? Et on doit avoir N3 qui doit être le test d'intrusion, d'accord, qui s'adresse aussi à l'éditeur, et N4 qui est un outil de conformité qui sera disponible incessamment sous peu et qui s'adresse à l'éditeur proxy. D'accord? Donc voilà globalement ce qui attend. Vous aurez un peu le détail de tout ça dans ce fichier Excel, le fichier Excel n'étant pas plus engageant qu'informatif, qui n'est pas le cas des deux autres documents. Tests d'intrusion sur l'intelligence des auditeurs PASI, d'accord, en charge de la réalisation, sont portés par les éditeurs, d'accord. Le TI est à destination des logiciels utilisateurs, mais aussi, enfin, un TI est à destination des logiciels utilisateurs, donc c'est équivalent à celui, comme je l'ai dit, déjà concerté. Le TI, et il y en a un autre qui est à destination des proxys santé, c'est deux documents séparés. Comme je le répète, la sensibilité, vous l'avez vu dans la chaîne des proxys santé, impose un niveau de vérification supérieur. D'accord? J'ai envie de dire que le 90% de la sécurité, alors on va dire, excusez-moi, je vais dire, il y a énormément de la sécurité qui est portée par l'utilisateur, il faut en être conscient, mais il n'est pas toujours lui sensibilisé à ça. Donc, en enlevant cette partie-là, 90% à mon sens de la sécurité va reposer sur ProSanté Connect, les API ProSanté Connectés et les proxys santé. D'accord? Donc, on demande un niveau de vérification qui est globalement équivalent à ce que on s'impose, pas tout à fait, mais globalement. D'accord? Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, c'est surtout une maîtrise des flux entrants qui est vraiment très important dans le test d'intrusion. Donc c'est pour ça que la question tout à l'heure qui a été posée sur est-ce que c'est de la boîte noire, de la boîte grise, de la boîte blanche, etc. Au début, on était plutôt sur une approche boîte noire, mais on s'est dit qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient importantes, comme le fait de vérifier comment étaient administrés ces proxys-là. Et donc, de fait, il y aura probablement des demandes de comptes pour pouvoir y accéder. Donc, on est plus dans de la boîte grise. Voilà, pas vraiment de la boîte noire. Alors, je vais faire un peu, je vais rentrer un peu dans les deux documents. Voilà, les deux documents. OK? Donc, si on parcourt, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que voilà, j'ai découpé mon écran en deux. N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas très clair, j'essaierai de partager différemment. Donc, vous avez le référentiel communauté et extension ProSanté Connect. Donc, je vais le parcourir rapidement. Donc, vous voyez, on essaye d'expliquer un peu l'ensemble de l'espace de confiance. Je vais essayer d'aller rapidement à certaines parties pour que vous compreniez. Donc, on récupère et on rappelle en fait ce que vous avez dans la présentation. Alors, je ne peux pas parce que ça sera en concertation cet après-midi ou demain matin. Voilà, voilà, on a un petit décalage de concertation. Je suis vraiment désolé. On le mettra en concertation. On préférait avoir le webinaire avant. Comme ça, vous pouvez le découvrir avec nous. Donc là, on rappelle un peu, vous voyez, les cas de fournisseurs de services, fournisseurs utilisateurs, etc., qui s'appuient sur quoi. Donc, vous allez retrouver beaucoup d'informations qui sont dans cette présentation. D'accord? Relation éditeur logiciel fournisseur de services. Voilà, on voyait là, par exemple, si on a essayé de faire des bulles concentriques pour essayer d'expliquer ce qui s'appuie sur quoi, etc., parce qu'on comprend que ce n'est pas forcément évident. Mais honnêtement, on a essayé d'être le plus didactique possible et surtout ne cherchez pas une énorme complexité ou un piège. L'objectif, ce n'est pas du tout de piéger, c'était justement au contraire d'essayer de clarifier le mieux possible pour votre situation, pour vos cas à vous, dans comment vous avez vos business models, vos business plans. D'accord? Voilà. Relations, etc. Alors, excusez-moi, je parcours vite, je suis désolé.
Donc ça, c'est la partie communauté. Donc à partir du chapitre 5, vous avez la partie communauté. La portée est différente. C'est fournisseur de services, fournisseur de données. Alors, qu'est-ce que c'est que le fournisseur de données? C'est celui qui a une API, qui n'est pas une API ProSanté Connectée et qui s'appuie sur un jeton ProSanté Connect. Je vous donne, je ne sais pas, comme exemple, je veux rajouter, ce n'est pas une API qui a besoin d'être sécurisée parce que je rajoute des données au jeton. Voilà, je ne sais pas quoi, je sais pas, typiquement, j'aurais un établissement qui cherche à rajouter un certain nombre d'informations qui est lié au jeton du professionnel de santé. Vous avez un jeton ProSanté Connect, vous demandez à cette API de rajouter des données. C'est assez classique en OpenID et on n'est pas dans du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. On est vraiment dans la partie communauté. On va dire, on est dans la partie où la sécurité regarde globalement le fournisseur de services et le fournisseur de données. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas regardant. Ça veut dire qu'on n'est pas dans de la grosse sensibilité pour l'accès à des services numériques en santé. Donc là, ça ne change pas, hein, dans la même procédure. D'accord. Il faut savoir, et je répète, hein, c'est que dans l'extension ProSanté Connect, enfin l'espace de confiance, on demande à être conforme au niveau communauté. D'accord. Alors, excusez-moi, je parcours vite. J'aurais dû faire ça avant, je suis désolé. Voilà. Et là, on rentre dans chapitre 6, le référentiel extension espace de confiance. D'accord. Là, vous allez le voir, en fait, chaque exigence et même les recommandations, d'accord, sont estampillées au préalable d'une portée. La portée, c'est donc fournisseur de services utilisateurs, éditeur de logiciels utilisateurs, fournisseur de services proxy santé, éditeur de logiciels proxy santé. Il y a un tableau récapitulatif au début, d'accord, qui permet sur chaque exigence de se rendre compte sur en fait ce que nous on va attendre. D'accord. Par exemple, l'exigence 1, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais c'est en gros que c'est une entreprise, je crois que c'est une entreprise une personne morale de la communauté européenne. Donc, vous voyez bien qu'il faut que les 4 l'aient, quoi. D'accord. Mais vous en avez certaines, par exemple, je le prends au hasard, la 10, ne s'adresse qu'aux fournisseurs de services proxy santé ou à l'éditeur logiciel proxy santé, mais pas aux fournisseurs services utilisateurs. D'accord. Et on peut continuer ainsi. Donc là, je voyais, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, en gros, les exigences s'arrêtent en 37 et on recommence à 101 pour les exigences de l'espace de confiance. Et là, c'est pareil, d'accord. Donc, ce qu'on a essayé de faire, d'accord, le mieux possible, et on a été, je peux vous le dire, assez challengé par le ministère là-dessus, c'est de faire en sorte que chaque exigence ait le périmètre minimal, d'accord. Et on a essayé de se rendre compte dans nos vérifications de conformité, comment on pouvait faire, d'accord, pour que en fait, l'exigence soit portée par un des acteurs, d'accord, de manière à ce qu'on ait un périmètre le plus comment dire, vous voyez, dans les bulles concentriques que j'ai expliquées tout à l'heure, que vraiment la frontière soit la plus clairement définie possible. D'accord. Donc, normalement, à l'exception de certaines exigences qui doivent être, je crois, celle-là, par exemple, la 109, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sinon, vous avez au mieux, alors 4, c'est parce que c'est des exigences assez bateaux, hein, on va dire, vous devez respecter de la sécurité, en gros, on va dire ça comme ça. Les autres, sinon, c'est soit éditeur, soit fournisseur de services, voilà, d'accord, soit juste l'éditeur logiciel, etc. D'accord. Vous voyez, par exemple, ici, vous allez avoir le fournisseur. Donc, ça, c'est une recommandation. Devrait se conformer au CISIS. D'accord. Volet transport ProSanté Connect. Donc, ça, on vous le conseille parce que sinon, vous ne pourrez pas vous connecter à une API ProSanté Connectée. Bon, ben là, c'est typiquement le proxy. Il n'y a que les fournisseurs de services proxy ou l'éditeur de logiciel proxy. D'accord. Le fournisseur doit respecter le référentiel communauté. Ben, ça s'adresse aux 4. D'accord. Mais si vous continuez et vous regardez, en fait, les suivantes, d'accord. Là, on a une petite coquille. Le fournisseur de services, ici, ça en a 4, mais là, par exemple, celui-là, c'est que les éditeurs. D'accord. Donc, doit fournir l'inventaire des composants techniques, des flux applicatifs, des requêtes, des protocoles. D'accord. Typiquement, vous allez voir que ça, on le retrouve dans le document de conformité. Donc, je ne vais pas parcourir l'ensemble des exigences, hein, je vous laisse le faire. Là, voilà, on doit appliquer des mesures issues de l'analyse de risque, etc. D'accord. Alors, comment on va répondre à ces exigences? D'accord. Oui, normalement, oui. Hein, d'accord. Le webinaire sera publié sur le site de l'agence, hein, je pense. C'est pas moi qui vais le faire, mais c'est sympa. Le document de conformité. Donc, vous voyez, en fait, le document de conformité, ça va être vraiment votre pierre angulaire. D'accord. Donc, il faudra mettre le nom du fournisseur de service et le numéro d'habilitation. D'accord. Et dans ce cadre-là, en fait, on l'a construit un peu comme un guide. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez quasiment retrouver en fait, ce qu'il y a dans le référentiel. D'accord. Mais vous allez avoir des cases comme ça, grises, dans lesquelles vous allez retrouver l'exigence, d'accord, la portée. D'accord. La portée peut être modifiée parce que des fois, sur une même exigence, on ne demande pas la même chose aux acteurs.
D'accord? Et dans ce cadre-là, en fait, vous allez voir qu'il y est demandé, il est attendu que le service supprime les instructions. Voilà. Donc, en gros, on a expliqué entre crochets ce qu'il fallait faire. D'accord? Et il faut répondre dans le crochet. D'accord? Alors, comprenez bien que, enfin, on a bien compris que vous avez probablement des documents vous aussi. Il est tout à fait possible, d'accord, dans cette case-là, de faire référence à une page, un chapitre, un document qui est interne à vous. Bien entendu, il faut nous fournir l'extrait, d'accord, ou le document. D'accord? Donc, vous pouvez remplir l'ensemble des cases, d'accord, en mettant un extrait de votre propre document. Il est évident que lors d'un audit, si vous aviez un audit, on irait vérifier que l'extrait est bien dans un de vos documents internes, que le document interne existe bien et que ce n'est pas une manière de contourner. Donc là, il faut déclarer en fait ce que vous faites, d'accord, ou faire référence. Personnellement, et je pense que les experts sécurité vont être d'accord, nous, on préfère que vous ayez déjà un document en interne. C'est pas le document de conformité a pour but en fait de faciliter à la fois l'audit et de vous guider. D'accord? Donc on préfère que vous mettiez une référence à un document externe. D'accord? Voilà. Mais vous faut nous fournir le document externe. Il est évident que si vous avez un document externe, pour nous, ça nous rassure sur le fait que vous avez déjà des processus et que vous ne vous appuyez pas entièrement sur le document de conformité. Donc vous voyez, là, les exigences sont comme ça. D'accord? Donc on va aller en voir quelques-unes. Voilà, règle de développement, c'est par exemple la 102, donc on va prendre l'exigence 102 ici. Hop, 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 excusez-moi. Voilà, on est là. Voilà, donc vous voyez, la 102, le fournisseur de services utilisateur 1 doit décrire dans le document de finalité régulièrement mises à jour les mesures mises en œuvre conformément aux exigences du présentiel. Voilà, et bien donc typiquement, dans les exigences, on attend que l'éditeur du logiciel et l'éditeur de logiciel proxy santé décrivent comment ils se rend conforme à cette exigence. Détaille son process de développement logiciel et les outils utilisés pour auditer ce dernier. D'accord? Voilà. Et puis vous avez par exemple la 127. Alors la 127, je ne sais plus où elle est, mais donc typiquement dans celle-là, la 127, parce que le document de conformité permet de mettre les sujets ensemble. Les exigences sont des contraintes d'exigence qui sont, elles, sur d'autres thématiques. D'accord? Et donc là, typiquement, on a, donc ça s'adresse à tous, d'accord? C'est sur les publications OWASP, et donc on explique on vous demande de décrire ce que vous avez fait, quoi. D'accord? Pareil pour les 128. Donc, vous voyez, sous-traitant, il est attendu que le fournisseur détaille la clause incluse dans les contrats avec les sous-traitants, engageant ces derniers à respecter les versions du référentiel, etc. D'accord? Voilà. Donc ça, nous allons le mettre en concertation, test d'intrusion, voilà, donc typiquement éditeur de logiciel, ou fasse référence à un document, etc. etc. Donc il y a grosso modo, donc ça, ce document-là, il y a 19 pages, donc bien sûr, ça sera un petit peu plus long avec l'ensemble des choses que vous allez devoir remplir. Donc bien entendu, ce qu'il faut entendre par là, c'est que en remplissant le document de conformité, vous nous expliquez comment vous répondez au référentiel ProSanté Connect, d'accord? Vous allez nous donner, donc ça c'est le niveau N1 du fichier de parcours de conformité. Ça va nous permettre, nous, de voir en fait que vous avez donc bien répondu à tout. Si vous ne remplissez pas une case qui vous est dédiée, il y a un problème, hein, ça c'est sûr. Il faut absolument remplir une case qui vous est dédiée. Si vous dites qu'elle ne s'applique pas à vous, il faut expliquer et argumenter pourquoi. C'est possible, hein. Nous, on n'a pas forcément pensé à tous les cas. On est plutôt dans une cadre de cadrer en fait l'espace de confiance et les problématiques de sécurité. D'accord? Donc, en gros, il faut remplir ces cases-là. Donc, quand vous regardez le parcours, vous vous souvenez que l'éditeur proxy, en fait, l'éditeur de fournisseur, le fournisseur de services proxy santé s'appuie sur l'éditeur, le fournisseur de services utilisateur s'appuie sur un proxy, etc., etc. Et ben en fait, en gros, vous allez en tant que fournisseur de services récupérer le document de conformité de votre éditeur, ou si vous êtes service utilisateur de votre proxy, et vous allez remplir les cases qui vous sont propres. D'accord? Et si vous modifiez quelque chose dans ce document de conformité par rapport à ce que fait votre éditeur ou sur celui sur lequel vous habitez, il faut bien sûr expliquer pourquoi vous le modifiez. Parce que théoriquement, la frontière est assez claire. D'accord? Il est aussi possible, d'accord, qu'en tant que fournisseur, vous ne faites rien. Alors ça nous paraît un peu compliqué, mais il est possible que vous ne faites rien. D'accord? Et à ce moment-là, c'est l'éditeur qui fait tout. Bon, à ce moment-là, c'est l'éditeur, votre éditeur, vous contractualisez comme vous voulez avec lui, il fait son minimum, mais il fait aussi toute votre partie et il vous fournit tout. D'accord? En revanche, de notre point de vue, nous, on va s'appuyer sur celui qui nous donne
le point. Donc, c'est là où il faut que vous délimitiez bien contractuellement comment vous retournez sur l'éditeur s'il fournit votre partie. D'accord ? Mais nous, on va aller vérifier justement ces problématiques de cercle concentrique. Et à minima, on attend une certaine partie de l'éditeur. Et à minima, on attend tout du fournisseur, sachant qu'une grande partie est fournie par l'éditeur. Voilà pour les documents. D'accord ? Alors, je reviens sur la présentation. Donc, il y a déjà, moi, je vous invite à aller voir les précédents webinaires qui ont été réalisés, notamment sur les architectures. D'accord, les deux. Et il y a eu une plénière qui a eu lieu sur les API Pro Santé Connectée fin 2023. D'accord, je vous invite à aller les voir, d'accord, parce que si vous ne les avez déjà pas vus, vous pourriez rater des notions qu'il y a dans le référentiel, même si on a essayé d'être le plus clair possible et le plus didactique possible, ce n'est pas forcément évident. Prochaines étapes, d'accord, et puis après on échangera bien entendu. Donc, prochaines étapes, c'est série de webinaires à venir, c'est-à-dire tous les vendredis, là, les 3 prochains vendredis, de 10h à midi, 28, 5 et 12 juillet, nous aurons encore une session comme nous venons d'avoir, d'accord ? Sauf que ce sera une session où on va globalement rappeler le sujet, ça ne sera pas la même présentation, bien entendu, et ça sera l'objet d'échanger avec vous et d'avoir des retours, d'accord ? Alors, comme on va pouvoir déjà en parler d'ici 5 minutes quand j'aurai fini, l'objectif de ces 3 vendredis-là, c'est vraiment d'avoir vos retours. Alors, pour avoir vos retours, bien entendu, vous allez me dire, c'est bien, il nous faut quand même les documents. Donc, la concertation et la mise en visibilité des documents doit être faite aujourd'hui. D'accord ? Il est possible que ce ne soit que demain matin. D'accord ? Voilà, d'après les infos, mais elle doit être faite aujourd'hui. La fin de concertation aura lieu le 12 juillet. Voilà, donc c'est important que si le sujet vous a intéressé, vous impacte, vous concerne, etc., que vous, alors déjà, interagissez dès maintenant, hein, n'hésitez absolument pas. Et sinon, venez les 3 prochains week-ends, là, jusqu'au 12 juillet, il y aura des sessions sont prévues de 10h à midi, sur lesquelles il y aura, bien entendu, moi-même et nos experts pourront répondre à vos questions. Voilà pour ce webinaire, d'accord ? Donc, on a prévu 2 heures, donc n'hésitez pas. On sait qu'il y a beaucoup d'informations. C'est possible que vous disiez d'avoir les documents avant, mais n'hésitez pas à interagir tout de suite pour pouvoir lancer tout de suite la concertation dans les meilleures conditions. Où est-ce qu'on peut trouver le support de présentation, s'il vous plaît? Il sera fourni, alors je ne sais pas exactement comment, mais Nicolas, je pense que Nicolas le fournira. Alors, dans le cas d'un déploiement dans le data center d'un établissement de santé, d'un service proxy e-santé et des services utilisateurs, alors l'établissement sera considéré comme le fournisseur de ces 2 services. On a ce cas-là dans le référentiel, si je ne me trompe pas. Attendez, je vais le retrouver, excusez-moi. On a ce cas-là dans le référentiel, on l'a pensé. Excusez-moi, je le cherche, hein. Je vais répondre à votre question. Je remonte. Excusez-moi. Ah, voilà, il est là. Voilà. Cas par articulation d'une délégation d'habilitation. En fait, vous retrouvez les 4 acteurs, d'accord ? Donc, soit la structure de santé se déclare comme le fournisseur final, d'accord ? Soit la structure de santé peut elle-même, en fait, je crois que c'est ça, hein, dites-moi si je me dis des bêtises pour les collègues, soit la structure de santé demande à hériter de celle du fournisseur de service. Il faut comprendre que ce qui est important, d'accord, c'est qu'en production, toute personne en production a forcément fourni un numéro d'habilitation espace de confiance de quelqu'un d'autre. Voilà. Est-ce que le TI logiciel utilisateur est le même que pour le Ségur Vague 2? Oui, oui, c'est le même. Oui, il n'y a a priori pas de modification. Les invitations pour les prochains vendredis sont envoyées, je ne sais pas. Voilà, Jules Nicolas, tu peux répondre. Voilà. Le support sera disponible avec le replay du webinaire. Pas encore, les invitations ne sont pas encore envoyées pour les prochains vendredis. D'accord, ok. Est-ce qu'un éditeur fournisseur de services logiciels peut s'appuyer sur un... Alors, excusez-moi, je m'attendais à ces questions-là, il n'y a aucun reproche, il faut que je les lise doucement. Est-ce qu'un éditeur fournisseur de services logiciels peut s'appuyer sur un fournisseur de services proxy santé dans un premier temps? Tout à fait. Tout à fait. Alors, dans ce cadre-là, alors on n'a pas encore le cas, donc excusez-nous, on n'a pas encore le processus, mais si vous, dans la partie communauté,
il y a une exigence qui demande à ce que quand votre service a une modification majeure, ou je ne sais plus laquelle, je ne sais plus quelle est l'exigence, d'accord, vous deviez signifier l'ANS de ce changement-là. Typiquement, le changement de proxy santé ou d'architecture il faudra juste nous le signifier. En fait, nous, il faut qu'on garde la traçabilité de l'espace de confiance. D'accord? De toute manière, je vous répète, en supervision, on va le voir, hein. Voilà, on ne le verra peut-être pas tout de suite, mais si vous changez de proxy santé, on va s'en rendre compte. On n'aura pas les mêmes adresses IP, on n'aura pas des appels qui viendraient de vous, en fait, auront une autre nature dans les logs. Voilà. Avez-vous une idée de la disponibilité? Donc, on vous attend, hein, ça fait partie de l'espace de confiance. C'est-à-dire, pour qu'on puisse on va vous faire confiance, c'est notre objectif. Donc, on met un pas dans cette direction. Il faut que vous aussi, vous compreniez qu'on a besoin d'un certain nombre d'informations pour garantir cet espace de confiance. Avez-vous une idée de la disponibilité des API? Pas du tout. Enfin, pas du tout. Incessamment sous peu. D'accord? Ça sera forcément pour la vague 2. Donc, ça sera courant S2. D'accord? Désolé, je reprends ma question de départ, mais c'est pour être certain de ne pas faire d'erreur. D'accord, très bien, aucun problème. Cette intégration avec l'API ProSanté Connect sera obligatoire dans le cadre du Ségur Vague 2 pour les couloirs RIS, Dreambox, SGL et LGC. Si oui, est-ce encore négociable pour ces couloirs? Seuls les couloirs DFI ne seraient pas concernés dans le cadre de la vague 2. Je crois que c'est ce qu'a dit Benjamin. Oui. Alors, est-ce encore négociable pour les couloirs? Tout est négociable. Maintenant, on est plutôt, si on fait la concertation, c'est que justement, on souhaite que ce soit intégré, quoi. Enfin, on ne souhaite pas, ça sera intégré. Pour l'instant, c'est que ça sera intégré. Voilà. Ouais, Alors oui, allez-y, allez-y. Oui, Ouais, c'est Jean-Marc, je m'étais permis de lever la main là pour répondre vas-y, sur pardon, excuse-moi, vas-y, la Jean-Marc, question vas-y. couloir pour du Hmm. coup y répondre directement pour l'imagerie, mais Ouais. c'est pour les autres. En fait, c'est pas tant un sujet de négociation que d'implémentation et d'urbanisation. C'est-à-dire qu'avec R, on avait une réponse à l'hôpital qui allait. Sur le libéral, hein, qui concerne tous les autres couloirs, on a vraiment besoin de ProSanté Connect. Donc, on n'est pas du tout dans une logique de négociation. C'est vraiment une logique d'urbanisation et opérationnelle, ce qui explique qu'on a pris un peu de temps pour finaliser les travaux en décalant un petit peu la vague 2. Voilà, donc c'est vrai pour l'imagerie, mais pour les autres. Merci Jean-Marc, merci. Pour des clients lourds n'utilisant pas à ce jour ProSanté Connect, absence d'usage, mais ayant déjà en production l'alimentation consultation du DMP, la connexion au TLSI 1 à partir des cartes C1, n'utilisant pas l'API REST, aurons-nous l'obligation de changer d'architecture logicielle à terme? Alors, c'est une très très bonne question. Je vais la résumer, je vais vous répondre en le résumant autrement. L'espace de confiance qu'on est en train de lancer là, hein, qu'on vous met en concertation, il faut le considérer comme l'unification de tous les cadres d'interopérabilité, de tous les services, d'accord, de santé. Donc, à la fois les TLSI, la facturation, etc. D'accord. Donc, l'objectif, et je répète ce que vient de dire Jean-Marc, c'est une problématique d'urbanisation. Si vous êtes en vague 2, oui, il faudra l'intégrer, c'est ce que vient de dire Jean-Marc. Si vous n'êtes pas en vague 2, les services de la TLSI, de l'assurance maladie, continueront à fonctionner encore longtemps avec les modalités d'aujourd'hui. D'accord? Il faut comprendre en fait que dans le schéma, je vais reprendre le schéma qu'on avait juste avant, hein. Alors, excusez-moi, je vais le rechercher. Excusez-moi. Peu laborieux. Voilà, ici. En fait, il faut comprendre que aujourd'hui, là, dans ce que vous décrivez, d'ailleurs, vous l'avez dit, vous avez une solution pour le DMP, une solution pour les TLSI, une solution pour la facturation. En gros, c'est comme si la flèche que j'avais entre fournisseur de services et API PSC, donc vous avez je ne sais combien d'API qui sont liés aux différents services de l'assurance maladie, de l'ANS, d'autres acteurs, etc. En gros, vous avez à chaque fois dans votre solution, qui est un proxy, un logiciel LPS, en fait, une modalité de connexion. C'est-à-dire vous avez un bout de code, d'accord, qui est spécifique à cette modalité-là pour pouvoir connecter. Et quand je dis spécifique, je ne parle pas en termes de métier, hein, qui est spécifique techniquement. D'accord. Ce n'est pas la même chose à chaque fois.
Là, ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de promouvoir en termes d'urbanisation, je reprends vraiment tes mots, Jean-Marc, parce que je pense que c'est très important, je ne l'ai pas assez utilisé, en train de promouvoir, c'est qu'en fait, le proxy qui est ici, donc qui devient un proxy e-santé, lui, il aura une brique protocolaire de connexion et il pourra se connecter à tous les services numériques en santé. Alors, il y a du métier quelque part dans le fournisseur de services, soit du côté du service utilisateur, soit dans le proxy santé, suivant votre organisation et votre architecture. Mais en gros, la brique de connexion là, elle est toujours la même. D'accord ? Et c'est ça, en fait, la force de cette solution-là. Elle va permettre la mobilité, elle va permettre de pouvoir utiliser l'AICPS, la CPS et les futurs moyens d'authentification aussi. C'est ça la promesse qu'on est en train de faire, c'est que cet espace ProSanté Connect va être le nouveau cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé et unifié. L'espace de confiance a été construit avec les experts de l'assurance maladie, les experts du GECSM Vital, pour justement qu'on soit tous cohérents. Donc, pour répondre à votre question, si vous ne voulez pas l'utiliser, pas de problème, d'accord, ça fonctionnera toujours. La facturation utilisera toujours la facturation par carte pour encore de nombreuses années, d'accord, le DMP aussi, etc. Il n'y a pas de rupture technologique pour les API actuellement en 2025, par exemple. En revanche, l'avenir est clairement autour de l'espace de confiance. Et dans le SegurVac 2, il faut les API pour santé connectée. Il faudra alors être homologué DMP 2.10 pour le SegurVac 2 pour l'imagerie Dreambox. Je ne peux pas répondre, je suis désolé. Donc si quelqu'un veut prendre la parole, il n'y a aucun problème, je ne peux pas vous répondre. Oui, ben, on voit tout ça ce soir en atelier. D'accord, Voilà, donc on merci a un Jean-Marc. atelier avec on a un atelier ce soir avec les éditeurs Dreambox et on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur ces sujets pour la Dreambox. Très bien. Concrètement, pour un CH, ça se passera comment pour entrer dans l'espace de confiance? Je fais le parallèle. La CLAM a prévu un nouveau portail COSI pour les contractualisations du mode R simplifié, CDR, mode structure. Alors, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, il y a le R simplifié, d'accord, et les API pour santé connectée. D'accord. Et pour le cadre des établissements de santé, d'accord, comme un CH, on a le projet, l'appel à projet HospiConnect du programme CARE, qui traite de ce sujet-là, de comment faire en sorte que les établissements puissent aussi, d'accord, en fait, avoir comment dire, rentrer dans l'espace de confiance. Alors, non pas en tant que fournisseur de services, mais en tant comment dire, que structure, pas dans le cadre de l'ER simplifié. Je me mélange un peu, mais c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, un CH, il utilise R simplifié. D'accord? Ce n'est pas imposé d'avoir ProSanté Connect. Si demain, il voulait utiliser les API ProSanté Connecté pour se connecter à CDRI, pour faire de la facturation et pas utiliser R simplifié, il pourrait. D'accord? Et il deviendrait un fournisseur de services au sens de aujourd'hui, on lui demande d'être un simplifié. Voilà. Donc c'est pas vraiment, il n'est pas dans l'espace de confiance parce qu'il est simplifié. C'est pas c'est pas la même chose en fait. Est-ce que vous envisagez dans le long terme de permettre à d'autres acteurs que la puissance publique, l'assurance maladie, de publier? Bien entendu, très très bonne question. D'accord, aussi. Les API ProSanté Connecté, services numériques en santé, vous avez vu, on n'a pas mis le petit logo de l'assurance maladie, le petit logo du GIE ou le petit logo de l'ANS. D'accord. L'espace de confiance sera ouvert à d'autres. Aujourd'hui, dans le cadre du référentiel espace de confiance actuel, là qu'on est en train de publier actuellement, on ne traite que de la partie fournisseur de services. Donc, ce que vous avez, la brique qui est entourée de rose, là. D'accord. On prévoit dès 2025 de fournir un certain nombre d'exigences, et on l'a déjà traité, mais on ne l'a pas formalisé en termes d'un document propre, etc., publiable. On a déjà traité le fait de savoir qu'est-ce qu'on imposerait aux services numériques, aux API ProSanté Connecté de la sphère privée, industrielle, de pouvoir être dans l'espace de confiance. En gros, il faut retenir qu'il faut qu'on définisse l'arrivée de la flèche bleue à droite et la sortie de la flèche bleue vers ProSanté Connect pour les services numériques en santé. Et un autre point, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une API ProSanté Connectée devra vérifier que celui qui l'appelle est bien quelqu'un de l'espace de confiance. D'accord. Vérifier le jeton auprès de ProSanté Connect et être globalement à peu près aussi sécurisé qu'un proxy santé. Je résume, et il y aura probablement des problématiques de log aussi. D'accord.
Voilà. Je résume, c'est vraiment très résumé, mais globalement, vous êtes à peu près au niveau proxy santé en termes de sécurisation, forcément, vous le comprenez bien, plus deux, trois trucs à vérifier en plus, notamment de qui vous appelle et est-ce qu'il est habilité dans l'espace de confiance à vous appeler. En gros, c'est à peu près ça. D'accord? Et ça, bon, c'était pas dans la priorité actuellement, mais il se trouve que beaucoup de gens nous ont posé la question à chaque fois qu'on a parlé de ça. Donc, je pense que ça va être rapidement réalisé, mais à mon avis, ça sera plutôt courant 2025. Si l'éditeur fournit à la fois le proxy PSC et un service utilisateur, doit-il fournir deux paquets de documents en tant que fournisseur utilisateur et fournisseur proxy e-santé? Écoutez, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. J'ai pas spécialement participer au parcours de contractualisation. Euh, j'ai pas la réponse. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Et dans le pire des cas, je vais vous dire oui. D'accord? Ça paraît pas très efficace. Je vous comprends. Mais nous, dans notre parcours aujourd'hui, il faudrait que. En fait, en gros, soit on a une case à cocher en disant je fais tout, d'accord? Soit une case à cocher qui dit je fais que il y a quatre choix et pas un des autres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, forcément, dans le parcours, il faudra faire un premier parcours, puis un deuxième parcours. Honnêtement, on va essayer de vous simplifier au maximum la vie. D'accord? Voilà. On va essayer de vous simplifier au maximum la vie. Oui, oui, je comprends bien, vous inquiétez pas. J'ai envie de dire, aujourd'hui, quand je vois le parcours, quand ce qui m'a été présenté, j'ai envie de dire, oui, a priori, il faudrait le faire deux fois. Mais c'est vrai que ça veut dire que celui qui fait fournisseur de service utilisateur et tout, en fait, fait tout, il le ferait quatre fois. Effectivement, c'est peut-être un peu lourd. J'entends, j'entends. Voilà, on doit faire les parcours, les finaliser au sens vraiment des IHM, etc., dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, à ce moment-là, on verra ce qu'on est capable de faire. N'hésitez pas, hein, si vous avez encore des questions. Je comprends que sans avoir les documents, c'est pas forcément évident. Moi, je pense que ce qui est vraiment important, c'est vraiment de comprendre. Alors, on se doute que côté proxy, c'est une montée en puissance et une énergie non négligeable. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que, et moi, pour travailler dans la santé et dans ce périmètre-là depuis maintenant plus de 10 ans, c'est vraiment une chance qui nous est offerte d'avoir uniformisé ces briques-là et d'avoir ouvert notamment l'accès à tout ce qui est mobilité. C'est-à-dire que demain, vous développez une interface dans une tablette qui s'appuie sur un proxy santé et qui permet de faire facturation DMP, MSS, INSI, etc., TLSI, c'est quelque chose qui sera facile. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir, qui sera facile. Ok. Vous voulez le faire pour des chirurgiens dentistes, vous voulez le faire dans un client lourd, vous voulez le faire pour une tablette, pour des pédicures podologues qui se baladent, etc. Ce sera facile. Voilà. Là où aujourd'hui, vous êtes obligé, comme l'exemple qui a été mis tout à l'heure, enfin, pour m'occuper aussi des cartes, de la cryptolib, etc. Aujourd'hui, l'intégration dans un logiciel de toutes les problématiques d'accès aux services qui sont utilisés lors d'une consultation ou lors du suivi d'un patient sont une énergie considérable au niveau technique, sans compter que chacun a sa propre vie dans son coin réglementaire. Alors, vous inquiétez pas, hein, même si on a des changements réglementaires, on discute entre nous. Mais sinon, là, on est vraiment sur un tronc commun. Je répète, hein, on ne parle pas du métier, d'accord? Mais une fois que vos équipes métiers auront intégré la bonne brique qui permet de se connecter à un service numérique en santé, elle pourra le réutiliser pour tous. Et c'est quand même, sachant que la connexion à ProSanté Connect est toujours la même, vous avez quand même globalement deux briques bleues, là, deux liens bleus qui seront des connecteurs toujours équivalents, quoi. C'est le délai de temps de réalisation qui est compliqué. Oui, bien sûr, on en est conscient. Inconscient. On imagine bien que si on a mis 6 mois à faire les docs, voire un an hein, pour certaines parties,
Mais je pense que, alors vous n'avez pas eu les docs encore, mais quand vous lirez les docs, vous verrez qu'on a, on a essayé d'être le plus clair possible dans ce qu'on attend. Et très honnêtement, alors après, je ne sais pas quelle est la maturité de tous en termes de développement serveur. Euh, on est beaucoup dans du B.A.-ba hein, en termes de développement serveur. On n'est pas en train de vous demander une usine à gaz côté serveur. Hein, si vous intégrez, il faut considérer, enfin, moi je prends toujours cet exemple-là, si vous utilisez vous achetez vous louez un VPS ou je ne sais quoi chez un hébergeur, vous mettez la Red Hat de base, je n'ai pas d'action chez Red Hat hein, ou une autre ou un Windows serveur, vous le mettez de base et que vous sortez votre service comme ça en production, ça n'ira pas. Si vous faites ça, ça n'ira pas. Je veux déjà vous le dire, c'est sûr et certain que ça n'ira pas. Si maintenant, vous faites attention à fermer par défaut, toutes les configurations par défaut, vous les enlevez. Vous n'ouvrez que les liens que vous voulez enlever. Et puis, vous écrivez dans le doc de conformité à côté, vous avez ouvert ce lien-là parce que. D'accord? En gros, ce que vous faites déjà quand vous êtes normalement hein, dans votre développement au sein de votre équipe, hein, vous dites, bah, voilà, il faut que j'ouvre ça parce que le SSH, j'en ai besoin parce que je veux mettre à jour à distance. OK, je mets une clé de sécurité. OK, c'est ce que vous devez faire. Et que vous l'écrivez dans le document de conformité, bah, en fait, vous êtes bon. En fait, tout bêtement, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes bon, quoi. Si vous mettez à jour quand votre fournisseur ou votre hébergeur vous dit bah, écoutez, votre Windows Server, là, je ne sais pas quelle version, 12 ou 2016, il faut absolument passer en 2018 parce qu'il y a une faille de sécurité, et que dans le mois, vous le mettez à jour, vous êtes bon. D'accord? Il n'y a pas de complexité autre. Là où ça peut poser problème, c'est si par exemple votre gestion d'administration, vous avez 15 personnes et à chaque fois vous donnez un login et un mot de passe, c'est toujours le même. D'accord? Bah là, typiquement, ça va. Alors nous, on ne le verra pas, d'accord? Mais au moment de l'audit, si on se rend compte que tout le monde a même un mot de passe très compliqué, mais c'est le même pour tout le monde et qu'il n'y a pas de rotation, bah là, ça risque de poser problème. D'accord? Donc il faut plus j'ai envie de dire, on est plus en train d'écrire un petit peu le b.a.-ba de ce qu'il faut faire en termes de sécurité et de vous demander, en fait, est-ce que vous l'avez bien compris et saisi, en fait, que c'est ça qu'on vous demande. D'accord? Alors, si on s'appuie sur ProSanté Connect fourni par l'ANS, en fait, alors, il y a 4 rôles, il y a 4 types d'acteurs encore, mais pour nous, tout est fournisseur de services. On a juste essayé de définir plus précisément, notamment pour les éditeurs, quelle était leur limite. D'accord? Donc, en gros, la limite de l'éditeur qui s'appuie sur ProSanté Connect, c'est le bac à sable. C'est jusqu'où il va dans le bac à sable. Et le fournisseur de services, c'est comment on peut lui faire confiance sachant qu'il s'appuie sur un éditeur qui est passé par le bac à sable et que le fournisseur de service, lui, ne passera pas le bac à sable, il ira directement en prod. En fait, ProSanté Connect, les fournisseurs de services, c'est tous ceux qui sont en prod, d'accord? Et on est potentiellement fournisseur de services et donc éditeur quand on est resté en bac à sable. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et après, tous ceux qui ont une habilitation chez nous, il y a un moment donné, ils ont contractualisé avec ProSanté Connect et on les considère comme fournisseurs de services parce que potentiellement, ils peuvent le devenir. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà, il y a une espèce de sémantique qui peut paraître un peu floue, mais en gros, pour nous, vous contractualisez avec ProSanté Connect, vous allez devenir fournisseur de services, potentiellement. En attendant, vous êtes éditeur jusqu'au bac à sable et vous serez, j'ai envie de dire, vous passerez fournisseur de services, vous aurez les galons de fournisseur de services à partir du moment où vous êtes en prod. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Désolé de... Non, il n'y a aucun problème. Hein. C'est pas simple. Hein. On a été beaucoup à rédiger ces documents et beaucoup à travailler dessus au sein de l'ANS et des experts de tous bords. Donc, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de questions idiotes là. N'hésitez pas. Hein. Mais d'un point de vue de développement, qu'est-ce qui change par rapport à l'existence? C'est-à-dire que quand on dispose déjà d'une clé de production PSC, est-ce que le principe de mise en œuvre sur le serveur est modifié? Alors, ce qui change, en fait, ce qu'il faut considérer qui change. Alors, attendez, je vais remonter sur le schéma d'avant. Voilà. Ce qui change, c'est que par rapport à aujourd'hui, en gros, nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que vous avez déjà ça aujourd'hui. Passer au proxy santé, a priori, ça ne va pas être très compliqué. D'accord? En revanche, ça va être un peu lourd en termes de documentation. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez suivi un parcours avec un formulaire, vous êtes passé par API.gouv, vous avez reçu votre truc, etc. Ce n'est pas le meilleur parcours du monde, mais en gros, vous étiez tout en numérique, vous avez rempli des cases et globalement, on vous a donné accès.
D'accord? Et nous, on a vérifié, après, on vérifie un peu ce que vous faites. Aujourd'hui, on fait déjà de la supervision et on regarde un peu ce qui se passe. D'accord? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été contactés, mais des fois, ça nous arrive d'en contacter certains d'entre vous en disant, c'est bizarre ce qui se passe sur votre service, là, est-ce que vous êtes bien sûr d'avoir bien configuré? Voilà, typiquement. Ce qui se passe, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quand un utilisateur se connecte à ProSanté Connect, bah, le jeton, il reste dans votre proxy, là. Il ne se balade pas, il reste là-dedans. Et il ne sert à rien, je vais même le dire honnêtement, il ne sert à rien aujourd'hui. Aujourd'hui, vous mettez ProSanté Connect, vous avez permis à votre utilisateur final d'utiliser un service de l'État, très bien, enfin on l'espère, hein, que ce soit très bien, qui permet de faire du 2FA, qui permet d'utiliser avec un ICPS, etc. Mais globalement, en termes de métier, ça ne permet pas plus que ce que fait le fournisseur de service. D'accord? Ce n'est pas une grosse plus-value pour le professionnel de santé. Peut-être pour le fournisseur de service, parce que lui, il gagne, il peut se rendre automatiquement conforme à l'état de l'art en termes de sécurité, en tous les cas l'état attendu par le ministère, en mettant ProSanté Connect. Et le jeton, il reste dans le proxy. Et là, le problème, c'est qu'au moment où vous allez être ici, en 4, pour pouvoir ouvrir le service numérique en santé, bah, en fait, le proxy va donner un jeton. En fait, le jeton que vous avez reçu, là où vous ne faisiez rien, bah, vous allez le donner au service numérique en santé. Et là, le service numérique en santé, bah, il doit vous faire confiance. Il doit vous faire confiance dans le sens où ce jeton-là, d'accord, vient bien. Alors déjà, ProSanté Connect, il n'y a pas de problème, il va le vérifier avec 5. D'accord, mais en fait, ça vient bien du professionnel de santé en question. Que ce n'est pas un jeton qui a été récupéré parce qu'un attaquant est rentré dans le périmètre de votre proxy, d'accord? Et puis je ne sais quoi, en fait, le professionnel de santé, lui, il a demandé en fait un INSI, d'accord? Et puis en fait, l'attaquant est rentré, il se dit, tiens, moi je vais récupérer ce jeton-là qui vient de passer pour l'INSI, puis en fait, je vais demander un DMP. Et je vais demander un MP, je vais le consulter, puis je vais en demander un autre. De toute façon, j'ai 2 minutes la durée du jeton pour faire ça. Oh, et puis, bah, en fait, comme ça tombe bien, je vais demander à ProSanté Connect d'en m'en rafraîchir un au bout de 30 minutes, etc. Et donc, en fait, vous avez un énorme trou dans votre proxy qui permet d'aller aspirer complètement le service numérique en santé au nom du professionnel de santé qui n'est même pas au courant qu'on est en train de se connecter avec son jeton. Ce que vous n'aviez pas avant. En fait, ce que vous n'aviez pas avant, parce qu'avant, en fait, vous aviez une ligne droite. En fait, je ne vais pas la faire, mais vous avez une ligne droite entre le professionnel de santé et le service numérique en santé, qui était, comme ça a été décrit juste avant, en fait, par un des commentaires du fil de discussion, c'était que vous avez un lien direct entre le professionnel de santé, sa carte, d'accord, sa carte, le professionnel de santé tapait son code, et l'API CPS, on va dire ça comme ça, l'API qui permet d'utiliser sa carte, d'accord, direct. Et donc, vous n'avez pas un acteur intermédiaire. Donc, le risque qu'il y avait, c'était que le professionnel de santé, par exemple, sur son poste de travail, il se retrouvait à être piraté, etc., etc. Voilà, c'est possible, d'accord. N'empêche que là, si on multiplie les proxys, on se retrouve à multiplier en fait les surfaces d'attaque, forcément, et donc ce n'est pas possible, d'accord. Donc, pour répondre à votre question, ce qu'on demande en fait, c'est que le proxy PSC aujourd'hui, qui normalement, j'ai envie de dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous utilisez un hébergement standard, moi j'essaie d'imaginer un peu l'entreprise classique et ce qu'on fait nous, hein. Vous utilisez un hébergement standard, je ne vais pas nommer d'hébergeurs, hein, vous en connaissez, etc. Vous mettez un système d'exploitation standard. Vous n'appliquez pas la configuration par défaut. Et je vous dis ça parce qu'on l'a vu. On l'a vu. Vous n'appliquez pas la configuration par défaut. Vous posez la question de chaque élément de configuration de votre serveur. Pourquoi vous ouvrez sur Apache tel port? Pourquoi vous avez tel microservice qui tourne? Pourquoi, etc., etc. D'accord? Vous savez gérer qui administre quoi. Ça veut dire que quand quelqu'un démissionne, il perd ses accès. Quand quelqu'un est embauché, il rentre ses accès. Quand c'est un stagiaire, vous avez bien un contrat et vous avez bien quelqu'un qui a accès, etc. Et il ne passe pas avec le code de son directeur de stage. C'est des exemples, hein, que je donne. Que quand vous avez un patch management, c'est-à-dire que quand il y a une mise à jour de Red Hat, vous mettez à jour Red Hat. D'accord? Alors, vous ne mettez peut-être pas à jour Red Hat le jour même, et je vous le déconseille. D'accord? On ne fait pas ça non plus. Mais vous avez une politique de patch management. Par exemple, sur ProSanté Connect, en fait, tous les mois, on vérifie les patchs du mois. D'accord? Et dans de très rares cas, on fait des patchs en urgence. D'accord? Ça veut dire dans la journée. Mais c'est très, très rare. D'accord? Très, très rare. D'une manière générale, on mitige le risque et on regarde à quel moment on va pouvoir passer ce patch. Si vous avez ça, passer de votre proxy PSC actuel au proxy santé, c'est facile. Il faut juste décrire. Voilà. Et décrire pour nous, ça ne va pas être d'aller vérifier, on ne va pas faire, c'est la période du bac, là, on ne va pas donner une note au niveau de conformité. En fait, on va aller vérifier si ce que vous écrivez est cohérent. D'accord? Et en fait, tout bêtement, imaginez bien quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout la sécurité, qui fait la configuration par défaut,
d'accord, il va être incapable de nous décrire ce qu'il fait parce qu'il ne comprend pas en fait quelle est la portée de ce qu'il fait. Bah, typiquement, ce genre de personne va probablement devoir faire beaucoup d'efforts, va devoir monter en compétences. Mais c'est au profit de la sécurité, au profit de tous les acteurs de l'espace de confiance. Voilà. Donc le proxy, il n'est pas modifié, j'ai envie de dire. Il nous est présenté comme garantie en termes de sécurité. Et si vous voulez le modifier, moi je vous conseille de le modifier parce qu'il va vous permettre d'accéder au DMP, à l'INSI, au TSI et demain à la facturation. Donc moi je vous conseille de le modifier, hein. Voilà. Est-ce que certaines API dans l'espace de confiance seraient utilisables pour les appels uniquement machine to machine sans avoir d'utilisateur PSC connecté? Alors, ça dépend de ce que vous appelez API, mais a priori pour nous, là, tous les liens bleus, c'est lié à l'utilisateur. Il y a quelque part, à un moment donné, un jeton utilisateur. D'accord? Il n'y a pas de notion de R simplifié, etc. etc. Maintenant, d'accord? L'espace de confiance n'empêche pas des proxys de dialoguer entre eux. Il n'empêche pas des API de dialoguer entre elles. Il n'empêche pas des proxys de dialoguer avec des API pour d'autres sujets que ceux de l'espace de confiance. En revanche, d'accord, dans le cadre de l'espace de confiance, tous ces dialogues-là doivent être maîtrisés. Alors, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais ça ne fera pas partie de l'espace de confiance. Je sais pas moi, si votre proxy e-santé dialogue avec une gestion de stock à côté, qui est je ne sais quelle gestion de stock de je ne sais où, parce que vous gérez des stocks pour des officines, bah, vous avez un dialogue qui n'est pas forcément pro santé connecté, qui est propre de votre propre fait. Bah, nous, on va aller regarder que les flux que vous ouvrez et les entités que vous regardez, bah, vous les maîtrisez, tout bêtement. Voilà. Voilà, exactement, c'est du MTLS. Alors, en gros, pour vous dire, c'est du MTLS partout, d'accord? Sauf sur la chaîne professionnelle de santé proxy. Vous voyez, en fait, depuis le professionnel, là, il y a un lien bleu qui va jusqu'au FS, et puis du FS jusqu'au proxy. Voilà, toute cette chaîne-là, elle n'est pas en MTLS, mais tout le reste est en MTLS. Voilà. Et même entre les proxys, parce qu'on a permis, on s'est dit que peut-être que des proxys dialogueraient entre eux. Pour quelle raison, on n'en a aucune idée. D'accord. Et là, on a demandé à ce que ce soit du MTLS aussi. Donc, être inscrit au service numérique en santé, c'est fournir un document descriptif du respect des exigences pour y être offensé, puis un contrôle régulier fait pour valider. Alors, un document descriptif, un test d'intrusion, il y aura un outil de conformité, mais alors pour ceux qui savent, ça sera un peu du style SSL Lab. Vous allez cliquer à un endroit, puis ça vous donnera une description. Ça fera deux, trois tests, une dizaine de tests pour vérifier que votre proxy est bon. Et ensuite, effectivement, c'est ça, puis un contrôle régulier. Oui, il faut le retenir comme ça. Oui, il n'y a rien de plus, hein. Je sais pas, moi, je prends par exemple pour ma banque, c'est pareil, ma banque, moi, à titre personnel, de temps en temps, il me demande de revalider des trucs pour être sûr que c'est encore moi qui me connecte. Bon, bah, c'est la même chose, quoi. Il faut considérer que tous les 3 ans, quand vous allez arriver à la fin de votre certificat, et nous, on va se débrouiller pour vous signifier que vous devez préparer votre renouvellement peut-être 6 mois avant ou un truc comme ça. Je ne sais pas encore exactement quelle modalité, hein. Je répète, dans la troisième approche de animation de l'espace de confiance, l'objectif, c'est pas qu'on soit dans un bureau et qu'on attende que excusez-moi, que vous cassiez la figure. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. En fait, ça n'a pas d'intérêt pour une raison toute bête. C'est que si les fournisseurs de services ne sont pas capables de suivre l'espace de confiance, en fait, qui va être pénalisé? Ce n'est pas ProSanté Connect, ce n'est pas les services numériques en santé, c'est les professionnels de santé. Donc, en fait, ça ne va pas marcher. Donc, nous, côté ANS et côté ministère, on s'engage à animer cet espace de confiance. Ça veut dire à prévenir longtemps à l'avance. Par exemple, si vous imaginez bien que le référentiel, il pourrait être amené à changer dans les 5-10 ans qui viennent, forcément. Bon, bah, typiquement, on se dit que on va probablement prévenir 1 an à l'avance. Essayer d'animer les failles de sécurité, les choses qu'il faut modifier, les trucs qu'il ne faut pas faire, voilà, des choses comme ça, quoi. Et puis de signifier. C'est pareil, la supervision, l'objectif, c'est pas d'aller fouiller ce que vous faites. La supervision, c'est de vérifier que dans l'espace de confiance, ce qui se passe est cohérent et logique. Je vous donne un exemple. Peut-être qu'en fait, on va se rendre compte au bout d'un moment que le comportement de base, c'est d'allumer son PC, de se connecter avec ProSanté Connect le matin, puis d'après de contacter un DMP toutes les 20 minutes parce qu'il y a des patients toutes les 20 minutes et d'envoyer un message de sécurisé de santé et de faire un INSI.
Et c'est tout le temps comme ça. Je sais pas, c'est la majorité. Et puis d'un coup, on se rend compte qu'il y a une solution qui fait que du DMP et qu'on a fait énormément en très peu de temps. Par exemple, dans la journée, ils en ont fait 10 sans jamais faire INSI, etc. Ben, cette personne-là va sortir. En fait, cette activité-là va sortir du lot dans la supervision. L'objectif, c'est pas de dire, ah ben, il a ça n'a pas été mal, ça a été mal fait, etc. D'accord? Alors, et ce référencement se fait dans le cadre du référencement Ségur ou bien cela se fait de manière indépendante? Le référencement, le premier, sera dans le cadre du référencement Ségur. Le premier. D'accord. Donc là, on lance la concertation et c'est dans le cadre du référencement Ségur. Dans 3 ans, nous ce qu'on espère, c'est que l'espace de confiance Pro Santé Connect soit au cœur de tous, de tout, offre les meilleurs services aux professionnels de santé, vous simplifie la vie par un tampon fourni par l'ANS que vous pouvez présenter à tous les services numériques en santé pour pouvoir rentrer. D'accord. Et ensuite, derrière, en fait, tous les 3 ans, nous, on revérifie. Voilà. Ségur ou pas Ségur, en fait. N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de, comme tout à l'heure, il n'y a pas de question de béotien. Hein, c'est... Il peut y avoir des cas auxquels on n'a pas pensé, ou on y a pensé et ça vous paraît bizarre. On a essayé d'essayer d'être le plus souple possible, tout en pouvant vous faire confiance et en maîtrisant cet espace de confiance. Alors, quand considérez-vous qu'une autorisation d'accès en prod de PSC n'est plus valable si celui-ci n'est pas référencé sur Service numérique en santé? Alors, le fait d'accéder à un service numérique en santé n'a aucun lien avec une autorisation d'accès en prod. D'accord? Par exemple, tout bêtement, vous pouvez être au niveau communauté Pro Santé Connect et avoir un accès à Pro Santé Connect. En revanche, vous ne pourrez pas contacter un service numérique en santé pour utiliser le jeton Pro Santé Connect. Vous serez dans la partie communauté. D'accord? Si vous êtes dans l'espace de confiance, vous pouvez vous mettre au niveau de l'espace de confiance et ne jamais appeler le DMP, la facturation, etc. Vous êtes juste au niveau espace de confiance. Le cas qui pourrait se retrouver le plus évident, c'est que vous avez besoin de dialoguer avec un autre proxy. Alors, pour je ne sais quelle raison. Moi, je ne suis pas métier. Hein, voilà, je ne sais pas. Vous dialoguez avec un autre proxy et vous avez besoin de dialoguer. D'accord? Et donc, à ce moment-là, vous êtes dans l'espace de confiance Pro Santé Connect, mais en gros, vous n'êtes référencé dans aucun service numérique de santé. Voilà. Et en plus, quand est-ce qu'il n'est plus valable? Il est plus valable si, typiquement, au bout de 3 ans, malgré les relances, malgré, etc., et dans les audits, on se rend compte que vous ne répondez pas aux critères. Alors, vous ne répondez pas aux critères et vous avez probablement sciemment essayé de ne pas y répondre. D'accord? Parce que si encore vous avez fauté, vous vous êtes trompé, vous avez raté, vous avez oublié, bon, je veux dire, on sera quand même ouvert au discours, mais si on sent qu'il y a une mauvaise volonté de votre part, on est sur un risque de l'espace de confiance, d'accord? Et donc, dans ce cas-là, vous ne serez plus valable et on vous coupera le service. Excusez-moi, je me permets Oui, allez-y. de prendre la parole, ça sera plus facile que par écrit. Oui, allez-y, pas de problème. Donc, on a une connexion qui est validée pour utiliser PSC, Oui. qu'on utilise pour se connecter sur un logiciel. Parfait. Là, actuellement, on l'utilise pour se connecter au service MS Santé, puisque c'est le seul service qui nous permet de passer le token, en quelque sorte, et accéder à MS Santé. Ce que vous dites, c'est que si, à terme, imaginons un éditeur ne fait pas le nécessaire pour être référencé dans le service numérique en santé, sa clé ne lui permettra pas d'utiliser les services de l'assurance maladie de type ADR, INSI, DMP, etc. C'est ça que vous dites. Oui, c'est ça. C'est-à-dire vous perdez le tampon. En fait, Pro Santé Connect va être un garant d'un minimum de sécurité. Et si vous ne répondez pas, vous perdez le tampon. Et donc, à ce moment-là, vous perdez l'accès. Donc, PSC, on peut continuer à l'utiliser pour se connecter au logiciel et utiliser ce qu'on appelle la ICPS.
Oui, Mais par contre, comme je ne suis pas référencé en service numérique de santé, je ne peux pas utiliser les services de l'assurance maladie. C'est ça? oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Si vous voulez, c'est ça, oui. Oui. D'accord. Oui, c'est pour ça qu'on a 2 niveaux de conformité dans le référentiel. Dans ce cas-là, dans votre situation-là, nous vous conseillons d'être conforme au niveau communauté, c'est-à-dire le Ok. niveau actuel. D'accord? C'est-à-dire, si on veut utiliser les futurs services qui se baseront sur la connexion ProSanté Connect, il faut que notre proxy soit référencé au Oui. niveau du service numérique de santé pour que ProSanté Connect ait un signalement qui dit oui, c'est quelqu'un de confiance. Ah non, non, non. Ah non, c'est pas dans ce sens-là. Pardon, j'ai mal Ah, compris. Ah non, c'est pas dans ce d'accord. sens-là. Toute la problématique d'avoir accès à l'espace de confiance, c'est ProSanté Connect qui le porte. Ce qui va se passer, en revanche, c'est que quand vous allez avoir besoin, parce que si vous faites tout ça pour l'espace de confiance, c'est qu'a priori, vous allez avoir envie de vous connecter à un service numérique en santé. D'accord? Mhm. Et dans ce cadre-là, vous allez venir avec votre tampon ProSanté Connect auprès de l'assurance maladie, par exemple, du CNDA, etc. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises dans les processus de l'assurance maladie et du GSM Vital. Vous allez venir au CNDA, par exemple, avec votre tampon ProSanté Connect. Et là, ils vont déjà vous enlever toute une partie de la contractualisation avec eux. Parce qu'ils vont considérer que c'est bon. Vous êtes habilité à rentrer dans cet espace de confiance. Après, ils auront leur propre mécanique d'ouverture. Je dis n'importe quoi, mais j'imagine qu'il y a des services, pour je ne sais quelle raison, qui sont dans l'espace de confiance, mais qui n'auraient pas le droit d'accéder au DMP, mais qui ne sont pas liés à leur niveau de sécurité, mais qui sont liés à leur habilitation DMP, en fait. Voilà. Mais le fait d'avoir ProSanté Connect vous garantit que vous pouvez aller demander un accès au service numérique en santé. Ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas dans le sens où le service numérique, parce qu'il a contractualisé avec vous, vous rentrez dans l'espace de confiance et ProSanté Connect vous accepte. C'est l'inverse. ProSanté Connect vous accepte et donc le service numérique en santé derrière se base là-dessus pour vous accepter. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, Voilà. j'entends bien. Ça ne nous affranchit pas du fait de passer un agrément ou une homologation auprès du Oui, CNDA. voilà, mais D'accord. c'est en termes de sécurité, vous avez plus rien à faire en fait. Vous avez pas, il Ok. n'y aura pas de niveau de sécurité supplémentaire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je disais tout à l'heure sur le référentiel, tous ceux qui demandaient s'il y aurait des API ProSanté connectés privés autorisés, oui. En fait, ce qui va se passer, c'est que le service numérique en santé, au moment où vous allez vous connecter, il va aller vérifier auprès de ProSanté Connect que vous êtes bien dans l'espace de confiance, que votre service est bien dans l'espace de confiance. Donc, il y aura une liste qui sera d'ailleurs D'accord. offerte à tous ceux de l'espace de confiance, ils pourront se connecter, et il y aura une liste, un manifeste, un blob, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, en JSON, et il y aura tous ceux qui sont dans l'espace de confiance. Voilà. D'accord. Alors, Voilà. je garde juste 2 secondes pour pas Allez-y, embêter allez-y, tout le allez-y. monde, mais donc si je me projette dans l'avenir, Hmm. l'assurance maladie nous pond un super cahier des charges Addendum 9 qui permet de signer les factures par ICPS. Et donc, en l'occurrence, on ne pourra passer l'agrément Addendum 9 qu'à partir du moment où on est dans l'espace de confiance PSC. Exactement. C'est exactement ce qui se prépare. Merci. Voilà. Et Joachim, je te confirme que ton explication est la bonne, hein. Donc voilà, D'accord. Merci, Josué. Merci pas de beaucoup. souci. À quelle date la conformité à cet espace de confiance sera obligatoire pour les appels à MS Santé? Alors, MS Santé, c'est un cas un peu particulier pour 2 raisons toutes bêtes. D'abord, MS Santé est sorti, en fait, à l'origine de cet espace de confiance, de tous les travaux qu'on a initiés depuis 1 an et voire même avant. En fait, la MS Santé était un peu un des initiateurs en fait, de cette connexion via ProSanté Connect. Donc, pour l'instant, MS Santé, et je veux dire, si vous faites de la MS Santé, vous pourrez être dans l'espace de confiance, ce n'est pas un sujet. En revanche, la MS Santé a une problématique toute bête, c'est qu'elle s'appuie sur des protocoles comme SMTP, etc., qui demandent un certain nombre de choses particulières. D'accord? Donc, pour l'instant, MS Santé a son propre référentiel espace de confiance. Bien entendu, on a travaillé avec eux pour que tout ça soit cohérent. D'accord? Soit cohérent. D'accord? Donc, effectivement, il y aura un moment donné pour la MS Santé, c'est pareil, il faudra changer le paradigme et dire je suis ProSanté Connect, donc après je demande l'accès à MS Santé. D'accord? Alors quand vous savez, une des raisons pour lesquelles on ne change pas tout d'un coup, même quand on avance, c'est notamment pour que vous ayez, même si ce qu'on vous présente là peut vous faire un peu peur en termes de charge, l'objectif c'est de ne pas vous mettre tout d'un coup, quoi. D'accord? Donc MS Santé, il y a un référentiel qui est sorti l'année dernière, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas parler au nom de l'équipe MS Santé, hein, mais je pense que le prochain intégrera justement cet espace de confiance. Quand est-ce qu'il sera, je n'en sais rien. Et après, il y a des problématiques protocolaires sur la MS Santé qui sont
qui sont importantes pour l'intégration. Il faut prendre en compte. Excusez-moi de vous Oui, contredire, mais à partir du moment où ce référencement dans l'espace de confiance PSC est une exigence du Ségur Vague 2, c'est un petit peu tout nous mettre en même temps en termes de développement et de rédaction de documents et de sécurité à mettre en place. Donc je suis désolé, mais je ne vais pas vous c'est quelque contredire. chose qui se rajoute en plus de tous les développements que l'on a à faire avec le Ségur dans la vague 2. J'entends, j'entends. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne voulait pas changer les modalités de la MS Santé en même temps. C'est pour ça. Est-ce que les agréments ProSanté Connect sont par logiciel ou par éditeur? Par logiciel, c'est par solution. Solution. On appelle solution, par logiciel, oui. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, vous vendez, je vais donner un exemple. Excusez-moi, tous mes exemples, hein, moi je ne suis pas dans le métier. Vous êtes un éditeur qui fournit des logiciels pour les médecins généralistes, les officines et les chirurgiens dentistes. J'imagine que ce n'est pas le même logiciel à chaque fois. D'accord? Si c'est le même, en gros, vous avez un seul agrément. Si ce n'est pas le même, il faut à chaque fois faire la même chose. D'accord? Effectivement, ça veut dire que vous avez un document de conformité, j'imagine que c'est la question derrière, qui est à nouveau à passer et un test d'intrusion aussi à nouveau à passer. D'accord? Voilà. J'imagine Simplement aussi. ça. Ça peut être le même logiciel, mais qui peut disposer de noms différents sur le marché. Donc de toute façon, il faut D'accord. avoir les noms qui soient estampillés PSC, je suppose. Oui, 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 c'est ça, oui. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder les webinaires sur les architectures, enfin, vos équipes techniques. Dans l'architecture, au niveau des proxys, on souhaite suivre quel était le LPS qu'il y avait derrière. Donc, si vous avez des LPS qui sont vraiment des LPS différents, à mon avis, il faut des accès différents. Alors après, si c'est vraiment la même solution où vous avez changé un logo en haut, je pense qu'il est tout à fait acceptable que vous fassiez un copier-coller du document de conformité. Ça ne sert à rien que vous rédigiez pour rédiger, mais je changez le nom en haut, quoi. Voilà. Et le test d'intrusion pourrait éventuellement être. Ce sujet-là, on l'a pas spécialement traité. Si, on en a parlé. La réponse, c'est que vous êtes fournisseur de service de l'éditeur. Donc, en fait, en tant que fournisseur de service, vous allez vous appuyer sur ce qu'a fait l'éditeur. Donc, c'est le même test d'intrusion. Donc, non, il n'y a pas de sujet, en fait. Non, c'est ça la question. Si la brique logicielle qui porte PSC est la même composante doit être validée plusieurs fois. Franchement, je ne vais pas vous répondre là parce que brique logicielle, c'est assez vague. Ce que je peux vous dire, c'est que regardez quelles sont les portées quand vous avez les documents entre éditeur et fournisseur, d'accord? Notamment entre éditeur proxy, éditeur service utilisateur. Je pense que vous aurez la réponse. D'accord? Je pense que vous aurez la réponse. Après, par fournisseur de service, on veut tracer les accès. Je vous donne un exemple tout bête. D'accord? Vous avez un professionnel de santé, on va dire, je vais dire n'importe quoi, moi c'est un médecin libéral, d'accord? Et là, derrière, vous avez un médecin libéral avec une spécialité, d'accord? Et derrière, en fait, il voit deux fournisseurs de services différents. En revanche, c'est exactement la même solution logicielle, sauf qu'il y en a une qui est rose et l'autre qui est bleue, d'accord? On va regarder, on va détecter un mésusage, d'accord? Et on va le détecter probablement soit du côté de ProSanté Connect, soit du service numérique en santé. Alors, on vous invite aussi à détecter les mésusages de votre côté, d'accord? Mais nous, pour l'espace de confiance, on s'engage, nous, à les détecter de notre côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter la chaîne, d'accord? Et pour détecter le mésusage, et à un moment donné, si on ne trouve pas, on va remonter jusqu'au professionnel de santé, d'accord? Professionnel de santé, il va falloir qu'on comprenne ce qu'il avait en face de lui, d'accord? Donc nous, il faut qu'on puisse différencier que quand il s'est connecté avec une solution ou une autre, en fait, on ait bien la différence au niveau de ProSanté Connect du service numérique en santé. En fait, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc si c'est juste un changement de logo, effectivement, je pense que c'est acceptable. Si maintenant l'IHM est vraiment différente et qu'il y a juste un bout de brique, je donne un exemple, c'est juste OpenSSL qui est pareil, on est sur une autre solution quand même, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que vous répondre à la brique logicielle qui porte PSC est la même. C'est un peu difficile de vous répondre comme ça, quoi. D'accord? Parce que la brique logicielle, c'est toujours une brique OpenID. Donc, voilà.
Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, vous voyez, c'est le serveur complet qu'on veut qui doit être sécurisé et le logiciel qui est en face de l'utilisateur qui soit sécurisé aussi. D'accord? Donc, il faut que tout ça soit sécurisé et qu'on nous explique bien que c'est maîtrisé. Pas juste qu'il y a un bout dans un coin qui, lui, est maîtrisé parce que c'est le même qu'un autre à un autre endroit. Imaginez votre banque, si vous êtes, s'il y en a un qui est à la BNP et l'autre qui est au CIC, imaginez que c'est juste la partie de connexion serveur qui est la même, qui est vérifiée, et donc tout le reste de l'interface, on ne s'en occupe pas. Vous imaginez bien que ça ne va pas marcher. Vous n'allez pas faire vraiment confiance à ces deux banques, quoi. Je pense qu'on peut conclure là. Donc, on essaye de mettre les documents en concertation, donc le tout, enfin les 4 documents en concertation aujourd'hui. Ça sera peut-être demain matin seulement, d'après les échos que j'ai eu en interne. Donc, soit cet après-midi, soit demain matin. Ensuite, il y aura, Nicolas, je ne sais pas si tu peux en dire plus sur le replay et le support. Ouais, le replay et le support seront mis en ligne au plus vite sur le portail industriel. Et puis, normalement, les invitations pour les prochains webinaires, donc des 3 prochains vendredis, vont être envoyées aujourd'hui aussi. Donc, vous devriez tout recevoir à la fin de la journée normalement. Voilà. Bon, je pense qu'on peut conclure là. Merci à tous. Merci pour tous ceux qui sont intervenus pour qu'on puisse clarifier. Et je vous invite à revenir vendredi et vous pourrez poser aussi toutes vos questions. Voilà. Et surtout, je vous invite à les poser. Merci beaucoup et bonne Oui, journée. bon appétit, vous avez bien raison. J'ai besoin d'aller boire quelque chose et un café. Merci pour votre écoute. Je vais arrêter le partage.